bienvenue au podcast de lutte. 32 chaises de métal, le podcast animé par moi, Marco, et l'encyclopédie de la lutte au Québec, DJ Holiday. Ouais. Oh, biographie time, mon cher. Avec la tonne de J.E. Ah, Ta-ta-ta-ta-tan. le Wild Man, Mark Mero, et le sable mouvant, Sable. Ouais, il y a du monde qui se cache dans le sable mouvant, je pense être en 7 proche d'elle, mais bon. Ah, ben en même temps, hein, comment qu'ils disent ça? What comes around goes around, what goes around come around. What comes around goes around. Même affaire. Fait que c'est ça. En fond, je pense que je me suis trompé moi avec, parce que je suis pas bien. Ouais. Je devrais le savoir, c'est une toute de Justin Timberlake. What comes around goes around. Hey, pas acheter des billets. Ça dépend de quoi tu parles, là. De Justin? Ouais. C'est parce que, tu sais, WrestleMania, t'as le voyage, tu sais, il y a comme tout quelque chose autour, mais Justin, c'est à Montréal, 350$. Ouais, ben là, c'est correct. Je trouve, si tu veux vraiment voir le show, c'est correct. Là. La dernière fois, j'ai payé 250$, puis ça m'a Ça, fait... c'est les billets cheap, là. Ouais, c'est pas les meilleurs. Ouais, non, c'est sûr, mais regarde. En même temps, c'est GT, tu sais. Les vrais fans, ça leur dérange pas. Ils ont de l'argent, ça leur dérange pas de payer voir ceux qui aiment. Ok, je vais y aller. Parfait. Je vais y aller, c'est sûr. Ben, sûr, je vais être là, mais je sais pas que je vais être assis. Ouais. Elle aime bien GT. Tu fais pas des photos, toi? J'aimerais ça. Hey, ça, là. Ben, pourquoi pas essayer, aussi? Ouais, je pourrais. Il risque rien? Il risque pas en tout. Et voilà. T'es fatigué avec les boys ici. Quelque chose de même. Bye, les boys. Ben, j'espère que mon bruit d'ordinateur vous gossera pas trop aujourd'hui. Je vais essayer de le modifier je l'ai modifié en pause. Fait que, avant que t'en parles, je l'ai même pas entendu. Ah, moi je l'entends puis ça me gosse en maudit parce que je pense que t'avais de mourir. Ouais. Les sympathies. Ouais. Comment ils disent ça? Ils disent via? Mais des raisons italiennes que tu comprends pas, Stan. Ok, fait que Mark Mero et Sable, avant d'y aller avec notre biographie, bien évidemment, on va vous lancer l'invitation. La pierre? On va lancer de la bière? La pierre. Ah, la pierre. La pierre à qui? Ouais. À Maxime. Parfait. Donc, évidemment, allez voir notre dernier à travers la table avec notre invité Kevin Gray qui était là la semaine passée. On a eu beaucoup de plaisir. On a fait des petits jeux après, c'était le fun avec nos fidèles. Beaucoup de personnes qui ont visionné le podcast sur Facebook notamment. Oui. Donc, merci pour ça, c'était bien le fun. Et la semaine prochaine, n'oubliez pas, mardi 20h30, ça va être un spécial de la IWS 25 ans. On sait que la IWS va fêter ses 25 ans samedi prochain à l'Olympia de Montréal. 40 ans, grosse carte. Je ne sais pas encore si je vais pouvoir y aller, mais j'ai le goût d'y aller. On va voir, je ne sais pas encore. Okay. Je verrai. Puis bon. Sinon, ben, il va y avoir une grosse fin de semaine de lutte la fin de semaine prochaine. Fait qu'on va parler de lutte québécoise et on va vous donner nos prédictions pour Revolution, qui va être un excellent pay-per-view. Grosse carte, le dernier match de Sting. Puis on va revenir. On va parler du Chamber aussi. C'est ça, Elimination Chamber qui était hier matin, 5 heures. Puis on va essayer de squeezer un peu les réactions des trophées là, Wrestling Observer News, là. Les trophées de l'année. Là. Non. Ouais, arrête, tu vas pouvoir parler de ton grand chum qui est le lutteur de l'année. Non, mais ça, il n'y a pas besoin de Dave Meltzer pour savoir ça. Moi, je le dis, c'est vrai. Vraiment, c'est pas Dale Meltzer, c'est Dave. Là. Deuxièmement, c'est pas Dave Meltzer qui vote, c'est le monde de ses affaires qui vote, mais c'est pas lui. Là. Quand tu cries, ton micro sonne moins bien. Fait qu'arrête de crier. Mais arrête de me faire crier, c'est tout. Puis non, on n'écoutera pas le podcast dans le char, puis on ne dira pas lequel. Ah, OK. OK? Fait que c'est ça. Non, on s'en fout de Wrestling Observer. Non, on va en parler pareil. Au pire, t'en parleras pas. Moi, on va en parler. Ça n'arrange pas. Ben, gars, fais-le tout seul. On va le mettre en bonus. Ça marche pas, ça. Tu m'auras pas de même, les jeunes. Ah, j'ai oublié, excuse-moi. Ah, désolé, j'avais pas le temps. Ouais. Bon. Fait que c'est ça. Hey, je regardais, attends un peu. Je me regardais, je suis pour une nouvelle casquette demain avant d'aller hier, avant d'aller à Gatineau, c'est correct, c'est pas grave, là. On ira me chercher une nouvelle casquette.
On ira, nous autres? Ok, parfait. Ben, si tu veux venir, sinon je vais aller tout seul avant. Ben, j'aurais comme pas le choix, là. Ben, je peux y aller avant d'aller chez vous. Ah, ben non, on ira ensemble. On ira, on ira au. Ouais? Si t'es réveillé. Ça dépend à quelle heure qu'on part, là. Il y a un pay-per-view le matin, un PLE le matin à 5h, let's go! Je serai pas debout à 5h du matin, t'es fou, toi? Non? Non. Ben, moi, je pense que je vais me lever à 5h pour vrai. Je vais me mettre le cadran. Mais oui, tu te lèves à 5h pareil. Arrête de faire comme si genre. Non, je me lève à 6, mais je pourrais me lever à 5h faire une story pour prouver que j'étais debout. Je suis un vrai fan de la WWE, moi. Pas un faux fan. Ce que tu devrais faire à la place, c'est de te lever à 6h pareil. Puis comme ça, s'il y a des affaires qui ne vaut pas la peine pendant la première heure, tu peux avancer. J'écoute pas AEW, j'écoute WWE, c'est sûr que ça va valoir la peine. Non, parce que t'écoutes des WWE, t'avancerais rien, t'écouterais tout du début jusqu'à la fin. Attends, c'est vrai, il faut pas chialer parce que le monde qui dit qu'on chiale, on n'est pas des vrais fans, tu sais, on devrait jamais chialer, c'est pas bien, t'apprécies pas ton sport. Qui parle de même? Hypocrite. Il y a du monde qui pense que tout le monde s'aime, là. Hey, come on, get over it, là. I want a knife. I want a divorce. Ok, parfait. Hey, on peut-tu commencer c'est long, c'est toi qui voulais jaser, c'est pas moi, là. Ben, c'est parce que c'est tellement rare que tu arrives à l'heure. Fuck you, aussi. Parce que tu es arrivé 3 minutes en avant, j'étais assis sur le divan, j'ai entendu poup! Fait que là, je me suis levé. Puis là, après ça, mon ordi a gelé, évidemment. Puis il n'y a personne à la maison. Fait que j'en profite. Vaut mieux arriver en retard qu'en corbillard, mon ami. Ouais, c'est bon. Bon, parlant de corbillard, non, pas tout. Mauvais lien. Ouais. On parlait d'un de mes pugilistes préférés, et pugiliste est le bon mot, car j'ai été un boxeur aussi. Marc Mero de Wildman, un lutteur sous-estimé. Le Mercuriel. Ouais, un lutteur mal utilisé. Es-tu d'accord? Bah, mal utilisé, je dirais pas, là. C'est pas un World Champion Contender non plus, là. Non, mais il aurait pas à avoir une popée run en... Mais ça me gosse. Hein? On parle souvent de, quand on dit mal utilisé, qu'on parle souvent de ceinture, mais pas vraiment besoin d'avoir de ceinture pour être relevant sur une carte, je pense. Non? Non, c'est sûr, mais tu sais, mais souvent ça va avec, là, quand on parle de quelqu'un qui est plus utilisé, on parle de main event souvent, là. Sans nécessairement gagner la ceinture, là, mais tu sais, c'est pas un genre de gars que j'aurais vu chasser la belle pendant 5-6 mois, là, comme Cody Rhodes, mettons, là. C'est pas un gars que j'aurais vu faire ça, là. Tu l'avais soumis à WCW, à WWE? Mais le WCW, je l'ai pas vu assez pour. Tu sais, oui, à Star, oui, avec ce qu'on a vu et tout ça, oui, là, mais j'ai plus vu WBF, puis WBF, il était correct, mais je sais pas. La seule affaire, c'est que WCW, sa gimmick était plus hot, je trouve, là. Il y avait plus de jeux. Il y avait plus de jeux que je veux dire, je suis fou, puis garde ma blonde qui est belle, tu sais. Ben, tu sais, est-ce que ça aurait pu être une version 2.0 de Macho Man Elizabeth en moins populaire, évidemment, mais est-ce que si ça avait été bien fait, puis que Sable avait été un peu moins tête folle? Mais il ressemble en plus un peu à Macho Man, Marc Mero. Vite de même, là? Ouais, peut-être. Ouais, il y a juste le teint un peu plus foncé, là, mais... Ouais. Mais non, ouais, ça aurait pu, mais je pense qu'il est quand même bien utilisé dans l'ensemble. Tu sais, oui, il n'a pas été World Champion, mais en même temps, c'était pas son rôle, je trouve. Là. Non, ça, c'était pas un World Champion. Quoique, on dit ça, mais tu sais, des fois... je sais. Des fois, quand tu pognes avec quelqu'un, avec la foule, puis que... c'est sûr. Tu surfes sur une vague, tu peux être champion, je pense. Hein. Ouais, mais encore là, si tu pognes avec la foule parce que t'as Sable ou Elisabeth avec toi, c'est comme te tirer dans le pied un peu, là. Ouais, Macho Man, même sans Elisabeth, il aurait pogné pareil. Oh ouais, non. Oui, mais je comprends ce que tu veux dire. Ouais. C'est comme genre ton préféré, le Karrion Kross avec Scarlett. S'il serait over, ce serait pas à cause de lui, c'est à cause qu'il est avec Scarlett. T'as-tu dit mon préféré? C'est sarcastique quand j'ai dit ça. Ok. Je sais comme Chris. Je sais que tu l'aimes pas. On est-tu dans le film avec, comment que ça s'appelle, là? Voyons. John Travolta puis Nicolas Cage qui change de peau, là, qui change de corps. Double face? Double face, ouais, parce que comme Chris, il me semble que c'est toi qui l'aimes. Bah, je l'aime pas, là. Faut pas virer fou non plus. Quoique. Pardon? Il y a différence entre Tatanka, IRS puis Karrion Kross côté lutte. Pas grand chose, à te dire.
Au moins, Kevin Cross, il y a un look, puis il y a des... Voilà. Une femme? Non, il y a des femmes d'autres avec, là. Mark Merrow était un garçon très athlétique, mon cher TJ. Je commence tout de suite. Un petit peu de side, s'il vous plaît. Puis c'est un gars qui excellait beaucoup dans les sports. N'importe quel sport qu'il touchait, il était bon à l'école, au collège, au secondaire, à l'université. Puis après ça, ben, il a déménagé du côté de Liverpool, New York, avec sa famille. Liverpool, New York? Ouais, Liverpool, New York. Ah ouais, je sais pas qu'il y avait Liverpool à New York. Ouais. Puis tu regarderas ta géographie ou tu me reprendras dans les commentaires en me disant que je me suis trompé, ça se peut aussi. Sûrement que tu as vu ça quand tu étais à Applebee's, j'imagine que tu as vu ça en chemin. On arrêtera dans un Applebee's. Je savais que t'as pour dire ça. Il était promu une grande carrière de hockeyeur parce que, comparativement à toutes les autres biographies, ben oui, évidemment, on va aller au football éventuellement, mais lui, c'était le hockey son premier sport. Donc, ça, c'est cool. Je trouve ça cool quand même que. Le coach, c'est Jerry Lawler. Non. Non. Puis Jerry Lawler n'est pas dans sa biographie, fait que ça, c'est le fun aussi. Non. Il n'est pas dans son chemin de tracé vers la gloire, ou du moins. Son escapade. Exact. Fait qu'il dominait les ligues du collège, mais en même temps, souvent dans cette époque-là, puis moi je l'ai vécu, souvent l'été tu jouais au baseball, puis l'hiver tu jouais au hockey, fait que tu étais dans deux équipes, puis tu pratiquais plusieurs sports. Fait que lui, l'été, lui, c'était plus le football, il jouait au football, puis l'hiver, il jouait au hockey. Puis, dans le fond, lui, il a gagné pas mal de championnats à New York, dans la région, avec ses équipes de hockey et avec ses équipes aussi de football. Donc, il a été titré à plusieurs niveaux collégial. Donc, tout à son honneur, c'est un sport d'équipe quand même, il n'y avait pas juste lui. Ouais. Mais tout à son honneur d'avoir remporté, avoir été dans des équipes championnes. Puis, vu que c'est un gars très proactif, ben, il avait besoin de bouger, M. Merrow. À un moment donné, il a complètement lâché le hockey pour se concentrer sur le football. Mais en même temps qu'il faisait du football, il a commencé la boxe en parallèle. Donc, il s'entraînait pour la boxe. Fait que, tu sais, la boxe, ça fait du sens avec le football aussi. C'est très physique. Puis, tu punches pas personne sérieux au football. Les réflexes aussi, là. Ouais, c'est ça. C'est pas légal, mais tu sais, des sparring, puis des jeux de pied au football, c'est important, peu importe la position que tu joues. Puis, fait que c'est vraiment un sport qui peut être comparé. Il peut avoir des bonnes comparaisons. Puis, quand il a commencé à s'entraîner à la boxe, il a été champion à 3 reprises pour la promotion Golden Era, en fait, à la boxe. Puis je me souviens plus du nom du promoteur, mais c'est un promoteur assez. Je ne l'avais pas marqué parce que je me suis dit, c'est pas un gros complément d'information, mais c'est un promoteur quand même reconnu dans la région de New York. Fait qu'il était devenu tellement populaire et tellement bon à la boxe que finalement, il a lâché aussi le football pour se concentrer sur la boxe. Puis vu qu'il est devenu 3 fois champion de boxe de la Golden Globe, Golden Globe Era, ça s'appelait. Bon, fait que il a décidé de se concentrer sur la boxe. Puis, vu que Merrow est habitué de faire 2 sports en même temps, ben, il a fait de la boxe, puis aussi du culturisme en même temps. Donc, pour comment je pourrais dire ça, pour se découper au couteau un corps d'athlète. Comme nous autres, dans le fond. Ouais, c'est ça, ouais. T'allais dire quelque chose? Non, je l'ai plus correct. Quoi? Vas-y. Je voulais dire, le promoteur de boxe, c'était pas Yvon Michel, non? Ben, c'était peut-être Régis. Comment il s'appelait? Régis Lévesque? Ouais. Oui. Ou Stéphane Ouellette par Mario Tessier. Ouais, c'était plaisant. Aujourd'hui, il a fait du Jacques Demers, c'est que c'était drôle. Excuse-moi, Alain. Puis, malgré son succès à boxe, il s'est fait casser le nez à plusieurs reprises, ce qui une blessure qui a été un peu dommageable pour sa carrière de boxe parce que tu sais, veux pas la face pas mal ce que tu présentes à la boxe. Si tu reçois des coups sur le nez et qu'il est tout le temps cassé, ben tu peux avoir des problèmes éventuellement. Tu as des problèmes de commotion, des problèmes des os qui pètent. L'équilibre. Exact, l'équilibre. Donc, sa carrière de boxe a été coupée court à cause de ça, mais vu qu'il faisait du culturisme en même temps, ben, ça lui a permis d'aller vers le culturisme, mais par contre, lui, les sports de combat, il s'ennuyait vraiment du ring, puis les sports de combat, il aimait vraiment ça. Donc, c'est pour ça qu'il faisait de la boxe. Fait qu'il s'est dit, si je peux pas faire de la boxe, je vais m'en aller vers un sport qui est scripté.
Fait que vu qu'il était déjà pas mal comme tout le monde, un fan de lutte, a déjà écouté la lutte une fois dans sa vie, ben, il a décidé d'aller s'entraîner pour la lutte pour retourner dans un sport qui se faisait in-ring. Puis il avait quand même une bonne shape, un bon cardio, sport de combat, football, donc c'est un sportif né. Fait que c'est dit, ben, attends, on va essayer de devenir lutteur professionnel. Fait que c'est à ce moment-là qu'il va aller s'entraîner avec la famille Malenko. Et ça, je pense que c'est une première dans l'histoire des bio qu'on en parle. Ben, évidemment, il y avait Dean Malenko, mais il y avait aussi son père, Dean Malenko. Boris. Boris, ouais, c'est Boris Malenko. Tu veux-tu un vodka? Puis son frère Joe Malenko. Ouais, Joe, Boris et Dean. Donc les Malenko. Puis pour ceux qui connaissent un peu moins Dean Malenko, là, un excellent technicien puis une excellente tête de lutte. Là, un très, très, très bon lutteur. Le Iceman. Ouais. J'allais dire un très bon lutteur de petite taille. Il était pas grand, mais il avait tout un cœur. C'est correct, ça. Il est encore agent ou il est parti, il me semble, récemment, hein? Ben, il me semble qu'il est encore là, mais il y a beaucoup de problèmes de Parkinson's. Là, pour vrai? Ouais, ben oui. T'as jamais vu des Malenko comment des... Non, je savais pas ça. Non, il y a beaucoup de problèmes de Parkinson's, malheureusement. Des Malenko. Dommage. On lui souhaite le meilleur pour l'avenir parce que c'est pas une maladie qui est facile. Non. Il va s'entraîner une année complète avec les Malenko avant d'attirer l'attention d'une certaine WCW et surtout d'un booker appelé Dusty Rhodes à l'époque, qui l'avait pris à l'essai. Donc, il avait essayé Mero. Il l'avait fait un peu, comment je pourrais dire ça, essayer de le développer pendant 2 ans. En fait, il l'a développé pendant plusieurs semaines et après ça, il a signé un contrat de 2 ans à la WCW avec l'accord de Dusty Rhodes. Puis, fait intéressant, c'est que pendant les 2 premières années de son contrat, il gagnait 75 000 $ par année. Fait que, tu sais, mettons un moyen salaire, on dit des fois 50 000, 60 000, c'est un bon salaire, mais 75 000 $ par année à 90, 91 pour faire ce que t'aimes, ouais, c'est cool en crise, pareil. Ça se prend bien. Oui, c'est sûr. Ben oui. À la base, que tu peux faire de quoi que t'aimes et que t'es payé en plus, c'est bon, là. Ouais, c'est ça, exact. Fait que ça, c'est en 90 et 91, les 2 premières années de son contrat. Rhodes qui trouve que Mero ressemble beaucoup à Little Richard. Donc, c'est avec ça qu'il va décider de le nommer Johnny B. Bad, en honneur aussi de la chanson Johnny B. Good, la vraie chanson de... c'est qui chante ça déjà? C'est... Pas Chuck quelque chose, de Chuck Berry? Chuck Berry, exact. Ouais. Chuck Berry. Donc, hommage à Chuck Berry pour la chanson et à Little Richard. Puis c'est vrai, je suis allé regarder, puis c'est vrai qu'il ressemblait à Little Richard un peu, Mark Mero. Puis en plus, il se maquillait les yeux, là, fait que ça faisait ressortir ça. Il y avait une grosse pupille, si on veut. Donc, il était il avait un look quand même un peu efféminé aussi, là. Ouais, il y avait. Ouais, un peu. Comment je pourrais dire ça? Un peu Adrian Adonis et Adrian Street, là, dans le même style, là. Ouais, mais j'allais dire un peu. Voyons, j'ai oublié le mot, là, mais. Drag coloré. Queen un peu. Non, ouais, drag queen un peu, tu sais. Non, mais moins explosant, mais. Tu sais, je sais pas. Moi, ça me faisait penser à ça. Fait que c'était très cool à l'époque, là. Il sortait du lot vraiment. Avec son gun de confetti, là. Ah, c'est que j'aimais ça. Mais ça, c'était pas tout de suite, hein. Ça a été un petit peu plus tard qu'il y a eu le gun de confetti. Mais moi, j'aimais vraiment ça. Puis je vais en reparler justement avec le fameux tape que je t'ai dit que j'avais chez nous. Ouais, c'est vrai. Puis, il va être heel au début avec son look flamboyant. Puis, il va être associé à un manager, Teddy Long, qui va être avec lui. C'est cool, c'est un cool pairing, je trouve. Avec cheveux en plus, Teddy Long. Ouais. Teddy Long qui a une méchante belle carrière, pour vrai. Tout ce qu'il a fait dans le monde de la lutte, là. Puis c'est random un peu, là, mais Teddy Long, tantôt, j'ai vu... il y a des bonhommes qui vont sortir les nouvelles action figures de le Monday Night Era, le Monday Night Wars. Puis le 4-pack qu'il y a Kevin Nash, il y a Rey Mysterio, il y a Diesel, mais en fond, c'est Kane en Diesel. Puis il y en a un autre aussi. Puis le build de figure, c'est Theodore Long en arbitre. Oh, ça c'est quand même cool. Ouais, je ferais ça. Cool. C'est un cool touch. Je trouve ça nice. Je sais que les Paul Bearer qui sont sortis un peu partout au Québec en ce moment. Ouais. Tu sais qu'est-ce qui va arriver, hein?
Demain, on va se demain. promener. On va se promener, puis on va le voir, puis non. Ouais, ben c'est pas grave, j'ai déjà un petit budget pour ça. Petit budget. Ouais, petit. Fait que le pairing avec Teddy Long va donner une belle petite séquence de victoire dès son arrivée à Mero, donc à Johnny B. Bad, en fait. Donc, ça va être très intéressant. Puis, il va avoir son gros premier match, puis sa première défaite dans un gros big break match contre Sting pour la US title. Donc, il a perdu son premier match à la WCW puis en carrière contre Sting, mais pour la US title, fait que, je dirais que c'est une défaite honorable qui l'a mis un peu sur la map à ce moment-là. Fait que c'est très bien. Puis tantôt, ben, c'est drôle d'adon que tu parlais du Wrestling Observer, parce qu'en 1991, le Wrestling Observer va attribuer le Rookie of the Year à M. Mark Mero. Cool. C'est rare que je suis d'accord, mais là-dessus, je pense que, tu sais, j'ai pas regardé la liste au complet, mais... Ouais, c'est ça, c'est dur à savoir vite de même, là, qui était le recrue de l'année en 91. Ben, j'ai assez confiance au talent de Mero pour dire que c'est un bon choix. J'ai assez confiance au lecteur de Dave Meltzer. Ben ouais, c'est ça, ben ouais. C'était qui avait botté lui puis Laprade? Ben non, laissez-le faire Laprade à travers, hors de ça, là, ça le concerne pas. Hey, toi Laprade puis Meltzer dans un bain de mousse, là, ça serait beau, ça? Mais voyons donc, t'es bien fucké, toi. Puis, c'est ça, tantôt tu parlais du look de Johnny B. Bad puis du bâton. Mais il y avait un bâton de confetti, oui, mais il collait des lèvres aussi sur les fans puis sur ses adversaires. Fait que, à chaque fois, je pense qu'à chaque fois qu'il perdait, je pense, hein, l'adversaire qui collait son... Ça se peut, ouais. Ouais. Puis il y avait des boas aussi dans le cou, là. Ah ouais, c'est hot, ça. Ouais. Puis, à la Hollywood Hogan, là, un peu, là. Ouais, mais je te dirais que quand je le regardais, je pense pas à Hogan quand je le vois pareil. Je pense vraiment il est vraiment non, plus... oui, mais ouais. Mais moi, je parle juste des bois autour de son cou, là. Des froufrous, là. Les petits froufrous. Froufrous. La défaite contre Sting ne l'aura pas affaibli, heureusement, parce que, anyway, comme je disais, c'est une défaite contre un gars qui est très over puis future légende, champion US. Il va reprendre... Hein? C'est Sting. C'est Sting, c'est ça. Surfer Sting, surtout. Ouais. Faut se souvenir de ça. Très belle époque. Il va se remettre sur le chemin de la victoire à Halloween Havoc après quelques défaites en battant Jimmy Garvin à Halloween Havoc. Donc, un match. Moi, Jimmy Garvin. Jimmy Jam. Rien contre. Toi? Ben non. Je trouvais cool. Moi, avec Michael Hayes et tout ça, c'était drôle. Parfait. Fait que malgré le beau programme contre Jimmy Garvin, ça ne sera pas assez malgré ça pour lui donner peut-être des victoires importantes pour le remettre au sommet de la mid-card puis de peut-être d'avoir un titre prochainement. Il va avoir aussi un programme très intéressant. Probablement un de ses meilleurs à WCW, c'est contre Brian Pillman. À l'époque. Fait que c'est le fun d'aller voir. Moi, je suis allé voir des séquences de matchs. J'ai pas regardé les matchs au complet, mais les séquences de matchs, puis un peu la synergie qu'il y avait entre Pillman et Mero. Là. Puis, Chris, on va leur dire souvent là, ça, mais au podcast, quand on fait nos vieux reviews et tout ça, là, c'est tellement le fun de regarder un vieux match de 92 de Pillman puis Mero, puis faire comme c'était tellement autre chose la lutte. Là. C'est bon parce que, tu sais, il veut pas, c'est des gars qui sont un peu plus gros là, que des cruiserweight normales qu'on connaît d'avant et d'aujourd'hui. Là. Mais c'était ça là, pour la WCW, c'était les cruiserweight de l'époque, Brian Pillman, Mark Mero, Alex Wright, c'était les cruiserweight de l'époque, c'était eux autres. Là. Ouais, exact. Puis à ce moment-là, Pillman était champion US. Quand il y a eu sa rivalité contre lui. Fait que, on aurait pu peut-être espérer qu'il réussisse à battre Pillman pour devenir champion parce que Sting était peut-être une coche ou deux au-dessus de Mero niveau importance. Mais malheureusement, non. Il n'a pas réussi à battre à ce moment-là Brian Pillman pour devenir champion des États-Unis. Cette défaite-là fait probablement plus mal que celle que contre Sting parce que c'était peut-être un adversaire plus atteignable, là, je pense, pour Mero à l'époque. Là. Fait que suite à cette défaite-là, ben, ça va y amener une couple de séries de défaites qui vont pas nécessairement faire du bien pour sa carrière à cette époque-là. Puis il va même va se retrouver en équipe à un moment donné avec Scott Hall, qui à ce moment-là était Diamond Stud.
Fait qu'ils vont se battre contre. C'était Tom Zing puis son partenaire. Là. C'était. Attends, c'est. PN. C'est ça, PN PN News? PN News, ouais, c'est ça. PN News. Mm-hmm. J'avais écrit une note, mais je te voyais de la lire. PN News. Donc, tu descends un peu de. Puis Scott Hall, à ce moment-là, c'était pas le Scott Hall qu'on connaissait, évidemment. Non. Dans Mundos, il n'y avait pas tout son charisme qui était là. Puis, à partir de ce moment-là, il va se faire. Pas longtemps après, il va se faire attaquer par un certain Diamond Dallas Page qui va s'en prendre à Mero. On sait que Page avait aussi été en équipe avec Diamond Dust. C'était son équipe à lui, c'était son clan, là, Diamond Exchange. Exact. Fait que Mero était un peu là-dedans, mais après ça, Page va attaquer Mero pour un peu le tasser d'avec Diamond Dust. Fait que c'est quand même le fun de voir ce que ces gars-là sont devenus par la suite avec des noms et des programmes douteux. Mais DDP, c'est un autre dans les années 90, quand j'écoutais des vieux tapes que je t'avais dit que lui et Mero, c'était les deux qui sortaient le plus, là, que j'aimais. Ils étaient flamboyants. DDP avec son gros cigare, puis il était. Les deux, en plus, ce qui est nice, c'est que c'est du monde que, aujourd'hui, c'est pas des dieux, là, mais DDP avec qu'est-ce qu'il a pu faire avec son yoga. Des bonnes personnes. Mero fait beaucoup de conventions là, pour parler aux jeunes des effets de la drogue, ça fait la même. Fait que non, les deux, vraiment, c'est. Quand tu regardes ça de l'œil de l'époque, c'est genre deux lutteurs nowhere qui se tapent dessus, mais quand tu vois ça avec l'œil de 2023, 2024, c'est cool de voir qu'est-ce qu'ils sont devenus. Là. Puis, tu sais, t'aurais pu même peut-être plus pour DDP que Mero, mais, tu sais, DDP, ça avait l'air vraiment un trou de cul, puis ce gars-là, tu sais, il faisait tellement bien paraître son personnage, il jouait tellement bien, puis que quand tu revois ça, tout ce qu'il a fait pour des lutteurs, des acteurs, tu sais, il a remis du monde en shape, il a sauvé la vie de Jake Roberts, il a sauvé pendant un moment la vie de Scott Hall aussi, tu sais, le plus possible qu'il a pu. Fait que, non, comme tu dis, c'est vraiment cool de voir ça. En 92, malgré la série de défaites et malgré qu'il s'est fait chasser par DDP du clan, puis sans nécessairement avoir été dans le clan directement, c'était plus un ami du clan. Il va être un des top babyface mid-card, entre autres à cause de sa rivalité avec DDP qui va le propulser. Donc ça va donner un bon coup de pouce. Et aussi avec un certain Scott Flamingo. Et pour ceux qui ne connaissent pas le nom Scott Flamingo, et non, c'est pas les ailes de poulet, et c'est bien Raven. Il y a juste toi qui pensais que des ailes de poulet. Arrête, Flamingo, ça ne fait pas penser aux ailes de poulet? Ça fait penser à un oiseau. Hein? Un flamingo, c'est un flamand, non? Ben oui. Pas sûr de ça. OK, je te donne le bénéfice du doute. Innocent généreux. Ben là, quand j'ai raison, c'est facile d'être généreux. Là. Il y a ça. Mero va ressortir les gants de boxe et va s'en aller un peu plus dans la gimmick de boxe. Donc, évidemment, on sait qu'un background en boxe, c'est un champion de boxe, donc ça va être facile pour lui de transmettre ses connaissances et surtout de rendre le personnage crédible. Fait que c'est ça. Il va ressortir les gants de boxe pour affronter Scott dans un match de boxe. Puis c'est ça. Fait que, puis ce que j'aime aussi, c'est que pour cette rivalité-là, il va battre Flamingo dans un boxing match. Mais ce que j'aime aussi de ça, c'est que dans les Clash of Champions entre 92 et 95-16, sans nécessairement avoir des grosses victoires, mais dans ces pay-per-views-là, il y avait tout le temps des gros matchs intéressants, là, des grosses rivalités. Des DP, t'as eu Flamingo, t'en as d'autres que je m'en viens avec. Là. Mais c'était toujours Clash of Champions, on dirait que c'était son pay-per-view où il y avait ces big matchs. C'était quoi le deuxième plus gros à l'époque, non? Ben, c'était comme genre le Sunrise Main Event qu'il y avait eux autres dans le temps. C'était comme Starcade pour ça. Là. Ouais, mais t'avais pay-per-view aussi normal là, qui était là. C'était moins fréquent au début, c'était pas à tous les mois, mais c'était comme à tous les 2-3 mois, il y en avait un. Là. Mais, puis, ouais. mais t'es-tu un fan des combats de boxe quand c'est des shows de lutte ou. Moi non, moi j'aime pas bien ça. Là. Si je vois de la boxe, je regarde de la boxe. Là. Ouais, je te dirais que la seule affaire que j'ai aimée, c'était Mayweather contre Big Show, parce que je trouvais que l'histoire était bien racontée. Là. Ouais, ok. Mais, tu sais,
avec ce que je vois aussi avec TKO puis l'affaire de McGregor qui se fait caller out à Raw, moi je pense qu'à WrestleMania, je pense qu'il va avoir ce match-là. Bon, ils font pas un match MMA, mais non, ils font pas ce Ben oui. Non, c'est pas pour voir la UFC pendant le show de lutte de WWE, c'est tout. Là, pour vérifier. Ben, il va y avoir de quoi, en tout cas, ça c'est sûr. Il va se passer de quoi. Non, McGregor va être là. Qu'il fasse un face-off, c'est correct. Hey, Chris, Stallone, McGregor, The Rock, voyons donc, ils savent qu'on y va. Hey, ça va être un gros show, hein, pour vrai. Oh. Mais on verra rien, par exemple, c'est ce qui est plate. Hein? Ouais. Pas grave, on montrera ses épaules à Alfredo. Ouch. Bon, là, je parlais de gros matchs à Clash of Champions, mais là, on dirait quasiment que je me trahis en disant ça parce qu'il y a un programme qui va s'étirer sur 2 ans in and out, où ce que pendant 2 années consécutives, Johnny B. Bad va affronter Max Payne à Clash of Champions. Donc, yes. Ouais, ben là, yes. Faut pas charrier non plus. Tu es un fan de Max Payne. Mountain Rock, come on. Il était nice avec sa guitare à WBF après. Là. Ouais, mettons. Ben, ouais. Peu importe. Mais tu parlais de guitare, mais il y a eu un match de guitare avec Miro, justement. Ouais, ben, il y avait une guitare à World Championship Wrestling aussi. Là, c'est juste que c'était moins iconique qu'à WWF. Il y avait sa guitare de WWF, mais c'était genre le logo de WWF, là, la guitare. Là. Hey, je me souviens pas de ça. T'as-tu une photo? Je pourrais t'en trouver une pendant que tu passes. OK. Fait que, oui, ben, c'est ça, il va y avoir un match de guitare entre Payne puis Johnny B. Bad lors des Clash of Champions. Puis le premier match de Clash of Champions qui devait avoir lieu, n'a pas vraiment eu lieu parce que Max Payne avait envoyé le canon de confetti de Johnny B. Bad d'en face, directement dans l'œil, parce qu'il l'avait blessé, kayfabe. Donc, il n'y avait pas eu le match. C'est pour ça que ça s'est tiré après ça sur une deuxième année. Puis, in and out, il a fait une blessure kayfabe à Johnny B. Bad à cause du canon d'en face. Tu te souviens de ça? Moi, je m'en souviens très bien. J'écoutais pas de temps la WCW dans ce temps-là, mais ça, c'est un truc que je me souviens. Je me souviens plus des genre quand c'était Kane, là, que ça y arrivait souvent, là, avec Triple H, puis China, puis X-Pac, tout ça. Là. Mais non, ça se peut. De mémoire, non, mais c'est possible que j'ai vu quand j'étais plus jeune, puis je me rappelle juste pas là. Puis pendant les semaines qui ont suivi, Johnny B. Bad a porté un masque, évidemment, pour protéger sa blessure. Puis là, les heels, pendant les matchs, essayaient toujours d'enlever son masque, évidemment, en bon heel, pour essayer de le blesser plus. Puis l'année suivante, à Clash of Champions, il va avoir sa revanche contre Max Payne et il va le gagner par pin 1, 2, 3. Complément d'information, voilà. Ah, ok. Il ressemble un peu à Brie quand même, hein? Ben, un petit peu, ouais. Il a un petit look de Brie, mais ok, ouais, je me souviens. Là. Je me souviens de lui, mais je me souvenais pas de la guitare. C'était écœurant, ça. C'était écœurant de la guitare, pour vrai. C'était-tu toujours cette guitare-là ou ça, c'était vraiment un événement spécial? Ben, il l'avait souvent, mais des fois, il avait sa guitare normale. Là. Elle était écœurante, pour vrai. Wow, j'aimerais ça avoir ça. Ben, ça, costume, tu peux t'en faire, c'est sûr. Là. Tu penses? Ben là, je peux pas croire. Tu peux tout faire à cette heure. OK. Ben, tu peux tout faire. Il n'y a pas d'affaire pour mes écouteurs sur mon téléphone. Fait que tu peux tout faire, mais des fois, tu le fais pas. Il faut que je commande ça parce que hier, je me suis fâché en voulant écouter de la musique. Puis en tout cas, c'était pas chargé. Puis ça me gossait. Et je parlais de Clash of Champions, évidemment, la grosse rivalité contre Max Payne, la victoire sur Max Payne, et si on se transporte dans une autre grosse rivalité et un gros match à Clash of Champions, ben c'est celui de l'année d'après Max Payne, où il va avoir une chance pour le titre de la télévision contre un certain Sir William Regal, qui était champion de la télévision à ce moment-là. Donc, quand on parlait de match contre Sting puis la US tantôt, qui va mettre Mero sur Johnny B. Bad sur la map, ben ça en a un autre gros match que va changer beaucoup le landscape de sa carrière par la suite. Parce que ça va. Je te dirais que ça va lui faire un gros nom, puis il n'y a pas grand monde qui luttait, qui n'avait pas des bons matchs contre M. William Regal. Non, c'est. Comme tu dis, c'est bien dur d'avoir un mauvais match contre lui. Là. Un peu comme on dit que c'est dur d'avoir un mauvais match contre Daniel Bryanson. C'est même affaire, mais dans le temps. Là. Mm-hmm. Puis, évidemment, il ne gagnera pas de match contre William Regal, mais ça va être une autre défaite morale qui va propulser et qui va donner beaucoup de momentum pour la suite des choses dans la carrière de Mero. Et
complément d'information, c'est qu'au même moment de cette rivalité-là, à Clash of the Champions, ça c'est 95, je ne me trompe pas, 94, 95. Ben, au même moment, il va marier sa douce Rena Mero, Sable, qu'on connaît tous, qui n'avait aucunement rapport avec la télévision, la lutte à ce moment-là. Donc, au moment où il la marie. Donc, c'est à ce moment-là que ils étaient déjà ensemble, mais qu'ils se marient et que leur histoire d'amour prend un autre niveau. Tu as entendu la première fois qu'il a fait un move sur elle? Non, non, j'ai pas cherché. Souvent, à WWE, il y avait évidemment, on parlait de DDP tantôt, il était ben chum avec, fait qu'il se promenait souvent avec lui puis Scotty Flamingo. Eux autres, il y avait genre des challenges en chum d'essayer d'aller cruiser des filles, mais c'est les gars qui disaient à l'autre qu'il faut aller cruiser elle à tel moment, faut que tu fasses telle affaire. Puis c'est genre des défis entre eux autres, là, genre t'es pas game, là, puis d'en faire la même. Puis il y avait, ces autres, il y avait challengé Mero d'aller voir elle, ce qui était Sable, pour la cruiser. Puis, il a donné, genre, elle avait pas l'air impressionnée, là, dans le fond, d'après l'histoire que Marc Mero a racontée. Là. Puis il avait donné son numéro de téléphone, puis il l'avait mis sur un petit napkin qu'il avait donné. Puis, elle avait peur, genre, les autres c'était des lutteurs, mais je pense qu'il avait dit qu'il était lutteur. Ça l'avait pas plus impressionné qu'il fallait. Ouais. Puis éventuellement, ben c'est ça. Elle l'a rappelé, puis c'est ça. Fait que ça a commencé d'un petit jeu en chum, genre t'es pas game, vas-y. Ouais, exact. Ça a commencé de même. Mais c'est quand même une bonne run avec Sable, puis on va se le dire, ça va être le fun. Toi, tu m'as jamais dit ça. Toi, maintenant, il va voir elle, puis ça donnait une Sable. Ouais, tu le ferais pas. Tu le ferais pas, tu me fais pas confiance. Il y a ça. T'as pas tort. Au même moment, après ça, ben, je te parlais de momentum, ben, Johnny B. Bad aura une chance au titre international World Heavyweight Title détenu par Robert Lerud. C'est ça, Robert Lerud? Richard Rude, tu veux dire? Richard Rude, excusez, ouais. Désolé, je suis pas. Ouais. Robert Lerud. 14 ans, on va pas qu'il arrête une grande compétition. Rick Rude, mais encore une fois, il va passer à côté d'un grand moment et de remporter un titre. Donc, il est toujours dans la discussion des gros matchs, mais passe tout le temps proche, mais il ne gagne jamais le Big One. Donc, c'est ça, malheureusement, une autre défaite. Et pendant un court moment après ce match, plus que rivalité contre Rick Rude, il va faire équipe avec un certain Michael P. Hayes. Je le dis-tu comme du monde? Hayes. Michael Hayes. Michael Hayes. Michael P. Hayes, c'est ça? Michael P. Hayes, ouais. P. Hayes, c'est ça. Parfait. J'ai de la misère avec les Hayes et les Hayes, je sais pas pourquoi. Ok, parfait. On va pas une game entre les Aces et les Blue Jays parce que tu sortirais pas de là vivant. Je vais pratiquer ça. C'est un bon call quand même, by the way. Puis, ils vont être en équipe un petit moment. Il va y avoir même une rivalité de quelques matchs qu'ils vont faire contre Harlem Heat. Les très jeunes Harlem Heat qui étaient une équipe de feu. Pas de jeu de mots là-dessus. Kane et Cole. Kane et Cole? C'est comme ça que ça s'appelait Booker T puis Stevie Ray avant de s'appeler Stevie Ray puis Booker T. Kane et Cole? Kane et Cole, là, comme genre Michael Cole, mais avec un K. J'aime mieux leur nom après. Ouais, je sais bien, mais. Complément d'information, hein? Et évidemment, Michael Hayes va être ce qu'il est depuis toujours, un excellent heel puis un trou de cul. Il était très, très, très bon là-dedans. Fait qu'il va finir par se tourner contre Johnny B. Bad, qui est son partner, sans succès, sans surprise, en fait. Et là, j'arrive au moment où je te parle de ma cassette noire. Parce que sur cette cassette-là, il y avait le fameux War Game que je te parle tout le temps avec Sting, puis Luger, puis tous ces gars-là. Puis Austin, d'ailleurs, qui était là, Stunning. Puis aussi, sur cette cassette-là, il y avait ce match précis-là. Le match qui était supposé d'avoir entre Michael Hayes puis Johnny B. Bad. Il y avait la rampe pour se rendre au ring dans le temps de WCW. Ouais. Il y en avait une bleue, il y en avait une noire, je pense, peu importe. Je pense que c'était la bleue ce soir-là. Puis sur ma cassette, il y avait ce combat-là parce que Hayes est arrivé en chaise roulante et disait je peux pas combattre, je suis blessé, il faut que j'aie un remplaçant. Fait que là, l'autre qui est frustré, comment je te veux? Tu sais, le face combattant. Puis il s'est fait remplacer par Garvin. Fait
Garvin contre Johnny B. Bad sur la cassette avec Michael Hayes sur le step en chaise roulante. Ça, là, je l'ai visionné. Wow. Si c'est pas 25-30 fois cette cassette-là, ce combat-là, c'est tellement frais dans ma mémoire, c'est fou. Là, tu l'as plus, celle-là, c'est sûr, non? Je pense que je l'ai plus, mais non, je pense pas que je l'ai. Parce que j'ai fait le ménage récemment, mais c'est comme une cassette avec des Nitro, des moments, des pay-per-view enregistrés là, de je sais pas qui m'avait donné ça. Sûrement un de mes oncles, mon oncle Alain, en fait. Là. Ouais, sûrement. Probablement. Puis, puis quand j'ai fait la bio, j'ai fait « Hey, ben oui, c'est ce match-là qui était sa cassette. » Je suis capoté. C'est ça. Ah, c'est cool. Je suis content d'en parler. Fait que finalement, c'est ça. Fait que Johnny B. Bad va gagner le match, mais il va se faire attaquer après ça par évidemment Michael Hayes. Puis on sait comment ça finit. Un peu à la Jerry Lawler-Bret Hart, si on veut, quand que Lawler ne voulait pas se battre contre Bret. Là. Sauf que là, il n'y a pas eu de match la même soirée, puis on n'a pas eu la suite. Il n'y avait pas de Bret Hart. Hein? Ouais, il n'y avait surtout pas de Bret Hart. Fait que Johnny B. Bad va avoir sa feud contre Ace, puis elle va avoir une autre chance pour le titre US après dans un autre gros match contre un certain Stunning Steve Austin, qui était champion des États-Unis à ce moment-là, et un Stunning Steve Austin. Maudit que je l'aime. Avec sa petite coupe blonde, là. Je l'adore, pour vrai. Là. Il était bon, Steve Austin. Steve Austin. Stone Cold, c'est un des meilleurs pour la lutte, ce qu'il a fait pour la lutte en général. Là. C'est le deuxième en arrière d'Hogan, selon moi. Là. Peut-être même le premier, c'est discutable, là, des fois. Là. Mais Stunning Steve Austin, on ne le dira jamais assez, c'était fou. Puis ça s'est passé du côté de Slambury. Donc, ça, je vais vous le dire tout de suite, c'est un match que je vous suggère fortement. Johnny B. Bad contre Steve Austin à Slambury. Excellent combat. Puis la vitesse d'exécution. 94, 95, ça, à peu près? 95, ouais. Ouais, exact. Fait qu'allez voir. On dit tout le temps ça, mais là, je vais vraiment aller mettre je vais aller regarder sur YouTube si on peut le regarder là. On va le mettre dans les trucs. Parce que ça vaut la peine. Puis, il va y avoir aussi après ça un programme contre Arn Anderson. Parce que Johnny B. Bad a réussi à battre William Regal pour le titre. Il a battu Arn Anderson, qui avait fait aussi un combat de boxe contre Anderson. Dans le deuxième ou troisième match qu'il y a eu contre, ils ont fait un combat de boxe. Fait que Bad a battu Anderson, fait que ça lui a donné une chance automatique d'aller contre le champion télévision. C'est William Regal qui avait déjà affronté préalablement 2 fois. Et à sa troisième chance, croyez-le ou non, Johnny B. Bad devient le champion de la télévision de la WCW et enfin a réussi à mettre la main, le grappin sur un titre. Puis le titre télé était quand même important, WCW à cette époque-là. Ben oui, il était défendu tout le temps. Fait que, ouais, à chaque semaine. Là, ça fait une couple de fois que je t'entends le dire, là, fait que moi te le dire. Là. Ouais. Elle n'est pas personnel, là, mais c'est Lord Steven Regal, c'est pas Sir William Regal, c'est Lord Steven Regal. Ouais, c'est Lord Steven Regal, mais c'est vrai. Mais moi, je l'appelle Sir. Pourquoi? T'as le droit. C'est juste que c'est Lord Steven Regal qui s'appelle. C'est parce qu'il est dans ma clique. Tout, hein? Ben, il est dans ma clique avec Age et tout ça. On est des chums depuis longtemps. Ben oui. I wish. Ouais, c'est ça. Je joue aux cartes avec Regal puis Age. Je joue au bridge. Elle serait malade. Fait que, après des échanges de titres avec un autre programme, en fait, après des échanges de titres avec Regal, donc il était champion 2 fois de télévision en peu de temps, parce qu'il s'est changé de titre avec Regal à ce moment-là. Regal qui était un des meilleurs champions de télévision de son époque. Il va recroiser le fer avec un certain Diamond Dallas Page, avec plus d'expérience encore une fois, où les deux vont s'affronter à World War III. Puis là, je me suis trompé avec William Regal. C'est pas que William Regal qui s'était changé de titre, c'est DDP qui avait le titre télévision. Fait que, en fait, DDP avait gagné le titre télévision, il avait battu Johnny B. Bad, puis Johnny B. Bad va regagner le titre à World War III contre DDP pour avoir son deuxième titre en carrière de la télévision. Et deuxième sac de champion. Comment? Deuxième sac de champion. Oui. Exact. Puis il y avait une stipulation spéciale dans ce deuxième match-là, en fait, à World War III, c'est que si il gagnait le combat, ben, il libérait Diamond Doll de les mains
du méchant DDP. Kimberly. Ouais, la belle Kimberly. Oh, Kimberly. Oh, et Kimberly, c'est un beau nom. C'est vrai que c'est beau. Mais, c'est comment elle allait dire? Non, c'est que j'ai oublié. T'as pas oublié pour vrai. C'est à cause de Kimberly. Ah là là. Le Nitro Girl. Ouais. Ah oui, on l'a fait, on l'a fait ce show-là, on l'a reviewé World War III dans celui-là. C'est celui avec Kevin Nash qui gagne? Non, les Giants. Giant qui gagnait, je pense. Ok, on a pas fait avec le Giant. C'est Kevin Nash, d'autres qu'on a fait qui avait gagné. On a juste fait un, je pense. J'avais. Ben, toi, je sais que tu as beaucoup de magazines. Moi, j'en ai vraiment beaucoup moins. Là, mais j'avais le magazine de World War III Kevin Nash qui gagne. J'avais ce magazine. Je sais pas si je l'ai encore. Je pense que oui. Cool. Ok, c'est ça. The more you know. Ça me fait mal de te dire ça. Johnny B. Bad perdra son titre quelques mois plus tard seulement contre nul autre que Lex Luger. Oh yes! Ça, enfin, on parle de bon lutteur. Ça, je suis pas content. Mauvaise décision de la part de Bischoff. Ben non. C'était pas Bischoff à ce moment-là. C'était Bischoff? Non, c'était pas Bischoff. C'est Dusty Rhodes, j'imagine, non? C'est Dusty Rhodes encore, ouais. C'est ça. Mauvaise décision. Ben non. De quoi tu jases? Il est écœurant, Lex Luger. Arrête donc. Non. Vas-tu dans la fin de cette année, lui-là, pour vrai, là? Bon, moi, on sera pas là. Non, on sera pas là. Attends, dis pas trop, parle pas trop vite, on sera là, on sera pas là. Bray Wyatt est retenu au Hall of Fame. Ok, on y va. On y va, fuck. Il va falloir partir de bonne heure, par exemple, c'est 8 heures de route. Hein. Ben oui, on va partir à 4h30 le matin vendredi, on va être correct. Ouais, c'est ça. On va faire conduire Alfredo. Ok. Il va passer les douanes. Là. On va voir si son anglais est à point. Il dit qu'il est pas bon en anglais. Je le crois pas. Il dit ça parce qu'il est modeste. Je crois pas à ça. Steve, il fait juste ça parler anglais. Ben oui, non. Ils sont beaux, parlent anglais. À son honneur, on va continuer le podcast en anglais. Une autre fois. Et tout de suite après, il va y avoir un rubber match où Lex Luger battra une fois de plus Johnny B. Bad, évidemment. Hein? Ben oui. On va scraper une autre carrière. Lui, après ça, on scrapera Elisabeth. Arrête de parler de ça. Elle a autant de la blâme que lui dans toute l'histoire, ok? C'est pas lui qui l'a forcé, là. La vraie raison pourquoi Johnny B. Bad a perdu le rubber match contre Lex Luger est qu'il ne se sentait pas à l'aise d'être accompagné par Kimberly, parce que Kimberly a suivi après ça Johnny B. Bad un bout de temps après l'avoir libéré des mains de DDP. Fait qu'il n'était pas à l'aise d'être avec Kimberly pour la suite des choses, vu que c'était la vraie femme de DDP et un ami. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il a quand même fait une couple de mois avec elle. Ouais. Moi, qu'est-ce qui me frappe le plus là-dedans? C'est qu'il passait ses journées avec Kimberly à la lutte à TV, puis il arrivait le soir, il était avec Sable. Fuck you. Ouais, tu sais, quand t'es beau bonhomme, puis que t'as du charisme, puis tu ressembles à Little Richard. Ouais. À part le Little Richard. Mais c'est vrai que. Ouais, c'est vrai, fuck you, pareil. Hein. C'est pas tout le monde qui est chanceux comme lui, m'a dit ça tout de suite. Hey, j'ai écrit en plus, il n'y a pas longtemps à Mark Mello. Ah oui, pour vrai? Non, il m'a pas répondu, ça me fait chier. Ah, ben là, peut-être qu'il va voir sa biographie, peut-être qu'il va dire let's go, boys, let's do this. Parce qu'il m'avait accepté comme ami. Je pense que je t'ai mis avec sur Facebook, mais tu sais, ça veut dire ce que ça veut dire. Ouais, à Star, tout le monde est sur Facebook, tout le monde t'accepte, mais il n'y a rien qui se passe. Ouais, exact. Fait que c'est ça. Fait que il va quitter la compagnie de la WCW à cette époque-là. Et certaines langues sales vont dire que c'est Sable qui n'appréciait pas le fait qu'il soit avec Kimberly à longueur de temps comme manager. Mais ça n'a jamais été dit, ça n'a jamais été prouvé. Fait que ça va rester à l'interne, puis ça va rester que des oui-dire. Fait qu'il a quitté la compagnie pour cette raison-là, parce qu'il n'était pas à l'aise. Évidemment, la WCW, ben, il y a une autre compagnie de l'autre côté, qui est la WWF à l'époque. La petite fédération, là. Ouais, c'est ça, la top 1 depuis jour 1. C'est celle-là qui va toujours rester au top. Oui, ouais, celle-là. Un coup de couteau dans le dos à la fois. Ouais, j'irais plus un coup de pénis dans le dos à la fois, là, mais ça, hey, tu vas le mettre dans la merde, là. Ben, ça dépend si t'es en bas de Vince. C'est pas drôle. Wow. Hey, ça, là, attends. T'as vu ça un peu? Non, c'est correct. Hey,
parenthèse, mon boss cette semaine, j'étais avec pour des vidéos, on faisait des tournages, puis il me parlait de Caméra Café, mais version européenne, puis il savait pas que ça avait été fait ici. Fait qu'il me disait, j'ai un truc à l'époque, ça s'appelait Caméra Café, qui disait toujours, t'en veux-tu un peu, puis là, asti, je pars arrêter, je fais, ben non, moi, tu dis ça. Puis tu le montrais après? Ben, j'ai dit que c'était avec Martin Matt, puis j'ai dit qu'on le faisait dans le podcast aussi des fois. Il trouvait ça drôle. Tu devrais y en montrer un épisode. Il y en a plein sur YouTube. Ouais, je vais y envoyer. Je vais y dire la prochaine fois. Il est juste ici depuis 2016, fait que il va dire, c'est de la merde. C'est de la putain de merde, ça. Hey, Laurent! Fait que parfait. Fait que c'est ça. Fait que la WWF, évidemment, vont approcher Marc Mero. Puis c'est drôle parce que quand ils l'ont approché pour une entrevue, Mero s'est présenté là avec Sable. Ouais. Fait que t'as deux façons de voir ça. Il est smart parce qu'il sait qu'il va avoir sa job, mais il est épais parce qu'il sait qu'il va perdre sa femme éventuellement. Ouais. Fait que, évidemment, à la rencontre, il y avait Vince Russo puis Vince McMahon qui étaient là. Donc, Vince McMahon qui était très Patterson aussi, non? Ben, Patterson était resté dans le couloir avec Mero. Je veux dire... Mais non, Mero est dans l'affaire en train de faire le... D'ailleurs, moi, je vais me mouiller bientôt. Je vais en parler de Patterson. C'est quoi le rapport? Pourquoi tu t'amènes ça ici, là, à la place publique, là, devant parce nos que... 397 auditeurs? Là. Parce que... C'est ça. En tout cas. Puis, pour venir à notre sujet chaud, ben c'est ça, Vince McMahon était très high sur Sable. Oh, je suis tellement surpris. Fait que, évidemment, il voyait un potentiel fou en Mero. Ouais, c'est ça. Fait qu'il a engagé les deux. Et faut savoir, par contre, que Marc Mero était le premier lutteur ever de la WWF à avoir un contrat garanti avec la WWF, parce que ça a été, évidemment, c'était après aussi l'affaire de Kevin Nash et Scott Hall qui ont quitté pour la WCW. Fait que Mero a été le premier lutteur signé avec un contrat garanti. Fait que ça, c'est quand même fou Parce que Vince McMahon, c'est un de tes préférés à WCW, Marc Mero en Johnny B. Bad. Là, il l'adorait, il tripait dessus bien raide. C'est pour ça qu'il voulait l'engager. Là, parce qu'il était un grand fan à la base de Johnny B. Bad. C'est juste peut-être que malheureusement, Johnny B. Bad appartenait à l'autre fédération. Là. Ouais, parce qu'il voulait l'emmener à Johnny B. Bad. Hein? Ouais. Il voulait avoir la même gimmick puis tout. Là. Ouais. Fait qu'il pouvait pas. Fait qu'il va perdre son nom. Il va garder finalement, il va prendre son vrai nom qui est Marc Mero. Puis il va lui donner la gimmick du Wildman Marc Mero. Donc, Wildman Marc Mero était moins basé sur... pendant que TJ est en train de se cracher les poumons. Je sais pas ce qu'il fait. Il crache et vomit. Mais non, je crache pas. Je check dans mes revues, je voulais montrer quelque chose, mais il est trop loin. Comment tu fais pour m'écouter si t'as pas des écouteurs? Mais ils sont ici, j'entends pareil. Ils sont vraiment mes écouteurs, regarde, je t'entends parler là. OK. Fait que ce que je disais, c'est que. Je disais, tu vois, je répète ce que tu dis. Fait qu'il l'a appelé le Wildman, évidemment. Donc, un peu moins flamboyant que la WCW. Par contre, c'était plus basé pour que le Wildman, le fait qu'il l'appelle comme ça, c'était basé pour que ce soit un lutteur spectaculaire, air flyer. Fait que tous les premiers matchs de Mero à la WWF étaient vraiment basés, puis les commentateurs mettaient l'emphase beaucoup sur son style de air flying, puis ils voulaient vraiment porter une attention, que le public porte une attention particulière à cet aspect de la lutte de Marc Mero. Donc, le Wildman fait son entrée. Et, évidemment, il va apporter sa femme... Oh, wow! Oui, je me souviens de cette pochette-là. Ouais, elle était écœurante. Ouais. Puis il y en a un autre un peu plus loin, que c'est elle qui est en train de donner un coup de pied, puis ça déchire Jean-Marc Mero en arrière. Là. Ah, ouais. Ouais. Ben, je pourrais en pogner aussi, elle est à côté de moi, c'est sûr. Mais... Évidemment, je vais en parler un petit peu plus dans quelques minutes, mais la WWF était très high sur Sable, puis il voulait que Sable participe, il voulait qu'elle soit dans le roster régulier parce qu'il voulait l'utiliser surtout afin de promouvoir tout ce qui était du marketing, tout ce qui était les trucs promotionnels de la compagnie. Donc, évidemment, en mettant Sable, qui, on se le cachera pas, là, était vu un peu comme la Pamela Anderson de la lutte. C'est un peu comme ça qu'on la surnomme. C'est pour ça qu'elle portait du cuir, comme dans Barbed Wire. Ouais, c'était quasiment un copier-coller, honnêtement. Là. Ouais. Fait que, plus joli, je trouve.
C'est bon? Ouais. Non, je suis pas d'accord. Pamela Anderson est plus jeune. OK. T'as le droit. Ouais. Malgré que. En tout cas, on va parler sur ce sujet glissant-là, glissant à plusieurs occasions. C'est ça. Fait que Mark Sable va commencer, elle, comme une des valets de Hunter Hearst Helmsley qui changeait souvent de femme. Ouais. Chose qu'il ne ferait jamais dans la vraie vie. Fait que c'est ça. Un homme fidèle, ce Hunter. Ça dépend si tu es dans son plan de changer de femme ou. Non, c'est pas dans son plan pour l'instant. Non, il est mieux pas. Exact. Il va peut-être s'en aller avec une plus jeune, Tiffany Stratton, peut-être. Alors, c'est déjà pris. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, c'est ça. Fait que, c'est ça. Sable qui va aller avec Hunter Helmsley, puis Hunter Helmsley qui va maltraiter Sable, éventuellement. Il va la blâmer pour avoir perdu contre le Warrior, parce que c'est à cause de elle s'il est pas bon, tu sais. Ben, quand je dis maltraiter, c'est qu'il l'a pas frappé, mais tu sais, il va l'intimider, puis il va... C'est ça que je veux dire. Il a mis sa main dessus, là. Bon, ben, finalement, on va garder le mot maltraité. Ben, il a mis sa main dessus. Regarde, c'est Marc Mero. Après le match, Marc Mero a fait ce promo pour dire comme quelqu'un qui arrivait à la WWF. Puis c'était drôle parce que Ben Eagle, il a dit Wildman Mark Morrow à la place de Mero. Ça a bien commencé. Mais j'aime ça qu'il a utilisé. Oui? Mais j'allais dire, j'aime ça qu'il a utilisé Sable en premier pour que Mero rentre comme ça après pour venir sauver sa vraie femme. Ben, c'est Mero, c'est Hunter Helmsley qui est arrivé dans le plan de Mark Mero là, quand il parlait. Là. Ouais. Il fait Sable, puis l'autre, il l'a défendu, puis ils ont brawlé dans le back, puis il y avait une genre de porte en grille, là, puis il avait volé dessus les deux, puis il se frappait. C'est le mec qui a commencé à WWF, il a fait une promo, puis il a sauvé Sable des mains de Triple H qui a maltraité parce qu'il avait blâmé parce qu'il avait perdu contre le Warrior là, un petit peu avant ça. Là. Mais c'est hot. Moi, je trouve que c'est un cool début. Pareil, puis c'est organique, ça fait du sens. Là. Ouais, c'est cool. Puis Triple H il y avait déjà d'autres managers avant Sable aussi. Là, fait que... Il y avait une femme à toutes les semaines, là, Triple H. Ça. Là, dans le temps, ça marchait avec. Ça s'est bien intégré dans la storyline qui existait déjà. Fait que c'était pas mal le fun. Donc, comme je disais tantôt, Vince Russo était très, très, très high aussi pour utiliser Sable dans toutes sortes de trucs promotionnels. Vince Russo, il est en amour avec Sable. Il l'a déjà dit plein de fois comme quoi qu'il. Y a-tu dit ça pour vrai? Non, mais pas en amour en sens pour sortir avec, mais dans le sens qu'il. Sûrement. Ouais, oui aussi, là. Mais dans le sens qu'il est genre, il était fixé sur elle, là, il capotait dessus pour vrai. Là. En même temps, je peux comprendre. Là. Ah ouais, ouais. À Waterloo, à l'époque, moi, avec, pas mal ça, j'aurais capoté dessus, là. Ouais, toi, ça fait pas mal moins que ça. Je dis moins, mais toi aussi, là. Fais pas comme. Je joue pas à l'autruche, là. L'autruche, par rapport avec le flamingo, ça? Non, c'est pas le flamant rose, non. Évidemment, les deux ont été pushés to the moon assez rapidement. Je les ai pas mal plus Sable. Oui, il y avait plus de high sur Sable, mais Mero a eu ses moments au début. Là, il a battu Triple H en partant. Il a même battu Owen Hart aussi pas longtemps après. Là, fait que back-to-back, il a battu Triple H pour Owen Hart dans deux bons matchs. Puis, dans deux grosses victoires, ce qui était considéré comme des grosses victoires. Puis, évidemment, il y avait un champion intercontinental qui avait droppé la ceinture à cette époque-là, qui était Ahmed Johnson. Donc, Ahmed Johnson, ils ont fait un tournoi pour la ceinture vacante d'Ahmed Johnson. Puis, je vois que tu vas sûrement dire quelque chose. Il a affronté Steve Austin aussi. Oui, dans le tournoi, ça. Oui, King of the Ring 96, il a affronté Austin, puis c'est un bon match, c'est vraiment un bon match entre les deux. Évidemment, il y avait la chimie de la WCW qu'il y avait avant, ensemble. Exact. Puis dans ce match-là, un moment donné, pendant un genre de roll-up, Mero, il a comme kické Austin d'en face, puis il a ouvert la lèvre. Je me souviens de ça. C'est le même qui saignait, puis il a fait des points de suture pour l'enlever avant son match contre Jake Roberts. Là. Mais c'est à cause de Marc Mero qui avait justement cette blessure-là, puis qu'il saignait de la bouche. Ouais. Fait que oui, c'est ça. Ben, en fait, il avait battu Triple H, Owen Hart. Il y avait eu le King of the Ring qui avait perdu contre Austin. Parce que Austin Owen Hart, en fait, c'est le calife King of the Ring. C'est ça, exact. Fait que, puis après ça, Mero a perdu comme tu as dit, contre Steve Austin, qui est devenu le King of the Ring en battant Jake Roberts à la fin. Je trouve qu'on avait reviewé celle-là, si je ne me trompe pas. Ouais, on l'a fait. Ouais. Exact. Et après ça, il y a eu le tournoi pour la IC Belt que Ahmed Johnson avait laissé vacante. Donc, Mero s'est rendu en finale où il a battu Farouk pour devenir le champion intercontinental. Et à noter que c'est son seul titre
à la WWF, si je ne me trompe pas. En tout cas, c'est le seul titre majeur. Je pense pas qu'il y en a eu d'autres. Peut-être la non-hardcore, non, même pas. Non. C'est le seul titre. Non, c'est le seul titre qu'il y a eu. Il n'est pas resté énormément longtemps non plus à la WWF. Là. Ben, il a quand même resté de 96 à 99. Ouais, c'est ça, 3 ans. Ouais. J'avoue que 3 ans, ça peut être long. Quand on pense que les Steiner Brothers ont resté ça, 2 ans et demi, 2 ans. Ouais. Puis ce qui était cool, tu parlais de Marc Mero contre Farouk, c'était les premières fois qu'on voyait Sonny et Sable dans la même place, parce que Sonny était un manager Farouk. Là. Non, mais c'est vrai, non, mais... Ça, c'est un fact que juste toi qui peux amener. non, mais ça reste quand même le 1A puis le 1B là, des côtés féminins de WWF des années 90 là, dans ce temps-là. Là. T'aimes mieux Sonny que Sable, toi? Ouais. Mais des voir s'affronter, si on veut, dans le ring, c'était quand même cool là, pour savoir avec ce qu'on sait plus tard aussi. Là. Comme quoi les deux s'aimaient pas puis tout. Là. Ouais, ben c'est compétition féminine à l'interne, c'est jamais bon signe. Ouais, mais je trouve ça cool là, quand même. Puis le fait là, je m'en rappelle, c'était Mark Mero qui avait pris. C'est Farouk qui essayait de frapper Mero avec la purse de Sonny, puis il y avait une brique dedans, puis ça s'est retourné contre Farouk, il a fait ton shooting star press après, puis il a gagné. Ouais, exact. Et Farouk il était vêtu de bleu à ce moment-là, Farouk. Ouais, Farouk Assad. Ouais, il y avait encore sa gimmick WCW un peu, si on peut dire. Non, WCW, il était pas comme ça. Ben, avec le casque nerf sur la tête et le genre de gladiateur. Ouais, il était comme ça de WCW, non? Non, il était Ron Simmons, c'était bien normal. Là. Il a pas fait une année avec le casque ou c'était juste à WWF, ça? Juste WWF. À WCW, il a fait son Ron Simmons, le All-American Babyface. Ouais, t'as raison. Puis il a fait Doom avec Butch Reed aussi. Fait que... Ça a été le premier Africain noir à gagner. En fait, c'est pas Africain noir. Afro-américain a gagné une ceinture mondiale, c'est ça. Ouais, exactement. Ouais. Donc, chercher le terme exact. Fait que c'est ça. Fait que Mero, par exemple, évidemment, pas longtemps après la ceinture, il va la switcher pour un meilleur lutteur, Hunter Stemsley. Donc, il va redonner la ceinture intercontinentale à Hemsley. Tu te souviens du build-up de tout ça pour le title change, ouais? Tu peux y aller, je te laisse. Avec M. Perfect, là? Ben, Perfect était avec Triple H? Non, pas au début. Au début, la grosse storyline au début, c'est que Triple H, il y avait tant des valets avec lui, des femmes à l'extérieur du ring, comme tu as dit tantôt. M. Perfect arrivait, puis il en volait tout le temps une. Il valait tout le temps à la fin, puis il arrivait backstage avec, puis il faisait chier Hunter Stemsley. Puis c'est ça, puis à un moment donné, il y avait un match, ça censé être pas Mark Mero, mais Triple H contre M. Perfect pour le titre intercontinental. Non, pour un match non-title. Puis c'était à cette époque-là que Mark Mero, M. Perfect était avec Mark Mero, c'était genre son advisor, un peu comme il faisait avec Ric Flair, son consultant. Puis, tu sais, il a fait un angle comme quoi Perfect faisait son warm-up backstage, puis l'autre est arrivé avec un genre de grosse boîte, puis il a rentré dans les jambes avec. Puis le gros build du show, c'était comme quoi il va pouvoir lutter, puis tout. Puis là, évidemment, rendu au match Perfect, il dit « Ouais, je peux pas lutter, mais Mark Mero, lui, peut lutter, puis il va te casser la gueule. » Puis l'autre dit « Ok, ben juste une condition, s'il met sa belt en jeu. Il va mettre sa belt en jeu, il va peur de toi, il a peur de personne. » Puis l'autre, il a dit « Ok, c'est bon, j'accepte. » Puis évidemment, ben, il s'est fait screwer par M. Perfect, puis c'est ça. C'est ça, parce que j'allais dire Perfect est allé avec Hemsley aussi. Ouais, après, ouais. Ça n'a pas duré longtemps, par exemple. Non, parce que il en parle souvent, Triple H, que dans le début de sa carrière, que Perfect a été quelqu'un d'important pour son cheminement. Perfect, il restait peut-être... C'est-tu à quel mois que c'est arrivé qu'il a gagné la belt contre Mero Triple H? C'est quoi, mai-juin, genre? Plus que ça, juillet? Attends. Ouais, parce qu'après ça... Attends une minute. Ouais, parce qu'après ça, pas longtemps après, Mero, il va se blesser pendant un bout, puis il va revenir en boxeur. Parce que Perfect, lui, il est parti après Survivor Series 96. Juste avant le pay-per-view, il est parti. Fait que c'était au mois de novembre. Avril-mai, peut-être, je pense. Peut-être plus que ça, même, je pense. Parce qu'il était avec Triple H pas longtemps. Non, t'as raison, parce que on a fait King of the Ring, on a fait l'Intercontinental, fait que c'était au mois d'août, peut-être, là. Dans le coin, peut-être après SummerSlam, même. Peut-être même septembre, même, je te dirais. Ouais, c'est ça. Ouais, plus ça, après SummerSlam, ouais. Okay. Fait que, ça marche. Ouais, ça marche dans l'histoire.
Fait que, ouais, c'est bien cool de voir ça. Puis effectivement, comme je disais, c'est Mero s'est blessé après. Puis pendant que Mero était absent, ben Sable, elle a monté en popularité comme une flèche. Puis là, ça a été les talk shows, les entrevues, les magazines, les VHS. À ce moment-là, tout ce qu'on pouvait faire avec Sable, on le faisait, puis il était devenu genre méga, méga populaire. Là. Elle faisait beaucoup de modeling de t-shirts aussi là, pendant les shows de télévision. Là. Ouais, vraiment. Puis je vais en reparler tantôt parce que je veux vraiment garder la notion monétaire pour la fin, pour le segment de Sable. Mais genre, c'était fou là, comme quoi elle vendait. Elle vendait plus que certains lutteurs. Et peut-être quoi, il y a Austin. C'était elle puis Austin. Fait que c'était pas mal ça. Là. Fait que, moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, les magazines, souvent, j'achète tout le temps ou presque, mais je me rappelle je vais toujours me rappeler, il y avait une genre de publication, là, genre une annonce, puis ils vendaient des baguettes de poule. Il y avait Stone Cold, puis il y avait Sable. Oh, oui. Ouais. Ça. À la fin, là, le petit carton qui dépassait. Là. Mais des fois, c'était la page au complet à l'arrière du magazine, genre. Là. C'est qu'il y avait dans ce temps-là, j'aurais aimé tellement ça être un adulte juste pour commander non-stop sur. Oh! Ouais. Avec une carte de crédit, là, ça check bing bing. Ça aurait coûté cher en Chris. Évidemment aussi, il va y avoir talk show et éventuellement, il va y avoir la couverture de Playboy pour Sable. À l'époque, c'était quand même tout un accomplissement. Puis, ben ça, c'est un petit peu plus tard, en fait, là, mais je vais juste le nommer dans les faits qu'elle avait fait monter en popularité. Puis, Mero lui va revenir en boxeur une autre fois avec sa gimmick de boxeur avec les cheveux complètement rasés. Puis avec les shorts noirs et blancs, qui était quand même un cool look. Mais avant ça, il était revenu là, en Marc Mero normal, là, puis à un moment donné, genre Sable faisait justement la fête de modeling de t-shirt que je parlais tantôt. Puis il est venu la prendre par la main, puis l'amener backstage. Puis là, c'est là que ça a commencé un peu l'angle, comme quoi qui était un peu jaloux d'elle. C'était comme la prémisse à ce qui s'en venait. Là. D'après moi, c'était quelque chose qui avait déjà buildé à l'interne. Ouais. Puis quand il est revenu comme boxeur, comme je disais, avec les cheveux rasés puis les shorts, ben, il y avait un nouveau finish aussi. Il avait pris le TKO comme finish. Donc, un move que Dave aime bien. Puis il des low blows aussi aux lutteurs après le match. Ouais, ben tu sais, correct. Ouais, c'est correct. Puis évidemment, c'est la deuxième fois qu'il faisait la gimmick de boxeur plus son background de boxe. Fait qu'encore là, il est en terrain super bien connu. Puis on sait que la lutte en général, mais surtout Vince McMahon, il va pas chercher très très loin pour ses gimmicks. Il va aller proche de qu'est-ce que tu fais dans la vraie vie, puis ça va être ça. Qu'est-ce que t'aimes, puis étais-tu écœurante, ça, dans Marc Mero quand il était boxeur? C'est ça, hein? Mais là, ça paraît pas, parce qu'on si tu regardes sur YouTube, vous ne verrez pas aucune différence. Là. Mais voilà, si vous êtes en audio en ce moment, vous allez entendre en dessous de nous autres là, dans Marc Mero, puis il était écœurant. Je l'ai même pas mis encore, puis je l'entends déjà dans ma tête. On l'écoutera demain, dans le chat. C'est bon, parfait, c'est noté. C'est noté. Parfait. Donc, tranquillement, comme on disait tantôt, il va commencer un heel turn qui va faire en sorte qu'il était jaloux. C'est moi le mercuriel, t'as pas d'affaire à te montrer. En français, c'était tout le temps écœurant avec Raymond puis Jean qui disait je suis le mercuriel, c'est moi la vedette, c'est pas toi. Puis à chaque fois que Sable s'habillait un petit peu, à chaque fois, tout le temps, quand Sable s'habillait ou s'habillait pas, c'est selon, à montrer un peu de peau, ben, il essayait de la cacher puis de dire non, arrête d'attirer l'attention. C'est moi la vedette. C'est moi la vedette, puis là, tu te concentres pas sur les bonnes affaires. Les bonnes affaires, c'est que moi, je gagne des matchs puis que je monte dans l'échelon. Fait que moi, j'avais trouvé ça très intéressant, cette affaire-là. Je sais qu'on l'a vu plusieurs fois après aussi avec, entre autres, Lana puis Rusev. Ça a été joué. Ça a été jamais aussi bien joué que Sable puis Mero. Macho Man Elizabeth, c'était une vraie love story, puis c'est vraiment des superstars pas mal plus que ces deux-là, mais moi, j'ai un bon souvenir, puis je trouve que c'était vraiment, vraiment bien joué de la part des deux. Tu voyais la vraie chimie entre les deux, puis les deux étaient bons dans ce qu'ils faisaient aussi. Rien contre Lana, mais Lana n'est pas écœurante. Ouais. Puis moi, je trouverais ça bien hot là, quand Marc Mero arrivait, là, puis Sable, il faisait mettre un sac de patates là, pour pas qu'elle se monte son corps. Là. Sac de patates avec juste pour mettre ses bras. Là. Tu te souviens-tu de la pièce de théâtre qu'on a faite en 6e année? On était en légumes.
Ah, ben, Cinquième? à ça que t'en parles, oui, là, mais pourquoi, c'est quoi le rapport? Ben, je pense que j'étais déguisé en patate. Moi. Ok, d'accord. The more you C'est know. ça que, anyway, gars, c'est ça que le monde veut du vrai, fait que garde. Ben, c'est ça, c'est du vrai. Le légume Mais Arrow. Ouais, ok. J'étais rendu où, là? Symbole a essayé, ok, parfait. Caché, il a essayé de la cacher, la dénuder. Puis à un moment donné, il va même bullier sa propre femme en s'alliant avec Luna Vachon et Goldust. Fait que, ils vont essayer de la rendre un peu pathétique. Puis tout ça aussi va mener un match à WrestleMania 14, un mixed tag match entre Mero et Sable contre Luna et Goldust. Et Sable va faire le TKO sur Luna et va piner Luna pour remporter le match. Donc, quand je pense à Sable, là, devant les contributions dans le ring ont été pas très nombreuses. Là. Ouais. Mais non, ça c'est un des moments, là, un des matchs que je me rappelle le plus là, avec le fameux TKO. La foule était vraiment dedans dans ce match-là. Puis c'était cool parce que Marc Mero, oui, dans les mois avant, il voulait pas que Sable aille la vedette, mais dans ce match-là, il était genre avec elle. C'était pas genre du genre, mais je suis encore un heel. Non, il était babyface avec, puis Goldust le faisait chier, puis c'était vraiment bien fait. Ouais, puis le match, il était bon pour ce qu'il était, puis la foule était, comme tu dis, la foule était super investie dans la storyline. Exact, ouais. Ça marchait bien, puis en même temps, ça donnait un peu, tu sais, c'est le fun d'avoir un match que tu sais qu'il sera pas vraiment bon, entre parenthèses, même si Mero et Goldust, c'est des deux très bons lutteurs, mais que, tu sais, la chimie, ça va être moins ça, c'est eux autres qui ont fait la plupart du match, en fait, là, les deux ensemble, qui donnait quand même un très bon spectacle, mais c'est le fun que tout le monde ait sa part du gâteau, ben ça, c'était un peu ça aussi avec Rousseau à l'époque. Ouais, tout le monde avait quelque chose à faire. Fait que ça, c'est vraiment nice pour ça. Donc, mixed tag match entre les deux. Après ça, Mero, ça va continuer son histoire de vengeance et de fait qu'il soit jaloux. Fait qu'il va même challenger sa femme Sable dans un match à Over the Edge où si Sable perd, elle doit quitter la WWF. Et le petit Vlimeux, il a fait à semblant qu'il était avec elle puis qu'il l'aimait bien gros, puis finalement. Ça, c'était bon, ça. Ouais. Ben, tu peux y aller, je te laisse le compter. Ouais, non, c'est vraiment bon, là, tu sais, genre, Sable est vraiment. Puis le héros, il fait comme si, genre, il y avait un peu de remords, il dit « T'es vraiment prêt à te battre contre moi pour faire tout ça? » Là, je me sens mal, là, regarde, on l'oublie ça, là, regarde, je suis un idiot, tu sais, si tu veux être libre, je te laisse me piner, vas-y. Puis le piner de la façon, genre, tu sais, qu'il va arriver quelque chose, là, juste de dos à l'adversaire en mettant ses bras de chaque côté de même, là. Puis il a juste pogné, puis il a roll-upé 1, 2, 3. Puis après, il a célébré comme un esti de malade, comme s'il avait gagné un World Title. Là. Ouais! Ça va il y avait juste l'air d'un trou de cul, là. Il était écœurant pour vrai. Je pense que de Mark Mero Heel, je pense que c'est son moment le plus classique qu'il a fait, c'est ça. Là. Ouais. Mais le pire, c'est que le pin faisait du sens parce que Sable, après, elle pinait souvent ses adversaires de dos comme ça, hein? Oh, je sais pas, je regardais pas. Si tu remarques ça, c'est le peu de match qu'elle a fait, elle les pinait de même, fait que c'est ça. Je regardais pas ça, c'était Mais non, après ça, tu vas t'arriver à pourquoi il est revenu, Sable? Qui l'a fait revenir? Ouais. Puis ça, moi, je trouve ça encore plus drôle avec ce qu'on sait aujourd'hui avec Brock Lesnar puis tout, là, qui a ramené, c'est Vince qui a ramené sa femme dans le temps. Ben, tu peux y aller, vas-y. En fait, tu peux-tu parler du... Parce que là, on sait que quand Sable quitte, Mero va s'allier avec une nouvelle manager qui va être Jacqueline. Ben ça, c'est quand elle va revenir, c'est beau, quand elle va se faire réinstituer là, dans mais Vince. Ouais, avec le match qu'il va avoir un mixed tag, mais tu veux parler de. Toi, tu veux parler de real life dans le fond ou de. Non, mais dans le sens que dans le fond, là, dans le storyline, c'est que Sable est revenu à cause de Vince McMahon à WWF. C'est lui qui l'a ramené. Parce que faire what's best for business puis tout. Là. Puis c'est ça. Puis je vais me rappeler aussi parce que dans ce segment-là, il y a genre Pat Patterson puis Briscoe qui sont là avec Sable. Puis là, Sable à part, puis il donne une petite tape ses fesses de même. Elle se retourne, puis il en crisse une bonne saille. C'était malade. À qui, à Patterson? Ouais, à Patterson, ouais. C'est pas l'homme, le bras droit de Vince pour rien. Hein? Ouais, ben là, on en reparlera plus tard. Ben, c'est un heel que ça comeuppance. Là, c'est justement pour ça qu'ils ont fait faire la tape ses fesses par lui et par l'autre. Là.
Genre un genre de wink-wink nudge à la réalité. Là. Ouais, mettons. Souvent avant, WBF, c'était ça. C'était un public d'une seule personne. Si tu faisais rire cette personne-là, tu étais golden. Ça a marché une couple de fois. Peut-être pas golden, c'était pas le barbeau que j'aurais pu choisir. Là. Non, effectivement. Mais oui, il a réinstallé Sable, comme tu dis, mais puis à ce moment-là, après ça, il va y avoir Jacqueline qui va s'allier avec Mark Mero. Il va y avoir un mixed-type match parce que Sable, elle va être avec nul autre que le Rated R Superstar, qu'à l'époque, c'était pas ça, mais Edge. Fait qu'il va y avoir un tag match entre les deux. Qui était à SummerSlam 97, 18. Si je me trompe. 18? C'est 18, ouais, ça, déjà? Ouais, qu'on a reviewé, ouais. On l'a su reviewer ce SummerSlam-là, pour vrai. Ben, on l'a fait avec Alex, dans le temps. Highway to Hell, c'est celle-là? Non, Highway to Hell, c'est pas le 99? Oui. Non, le 99, c'est Ventura, puis Mankind, Triple H, puis de Austin. Ah oui, Ventura. C'est contre Taker, puis c'est Taker contre Austin. T'as raison. Ouais. Puis je me souviens, je devrais m'en souvenir parce que dans ce temps-là, là, puis il faisait chaud, il faisait beau cette journée-là. Tu venais tout le temps chez nous écouter pay-per-view aussi. Évidemment, tu restais pas là. Ouais. Mais je me souviens, j'étais high de Highway to Hell parce que c'était ça la promotion. Puis je faisais jouer Highway to Hell sur Napster à l'époque parce que je voulais me mettre dedans pour le pay-per-view. Ouais. Tu l'avais pas joué, puis on l'entendait dehors, genre, puis ouais, sûrement. Esti de Marks. En même temps, c'est une bonne tune, là. Ouais, à l'époque, mais à cette heure... Quelqu'un qui ne sait pas, il sait pas que tu mets ça pour ça, là. À part si j'arrive dehors puis je fais ça de même. Ouais. Les Devil Horns. Fait que c'est ça, SummerSlam, Edge et Sable qui vont battre Mero et Jacqueline, évidemment, sans aucune surprise là. C'était cool quand même, Mero et Jacqueline, ça donnait pas la même dynamique, mais je trouvais ça cool qu'ils remplacent Sable pour dire hey, je suis capable de me pogner une femme, puis tu sais, Jacqueline est quand même une pas mal meilleure athlète que Sable, on va se le dire. Oh ouais, en effet. Donc, c'était quand même une très bonne lutteuse, Jacqueline. Oui, elle était bonne, Jacqueline. Elle était tough aussi, fait que ça aidait. D'ailleurs, elle est au Hall of Fame, là, il me semble. Ouais, elle était dedans, ouais. Ouais, ok. Puis elle disait qu'elle avait encore une dernière run en elle. C'est toi qui m'as dit ça la dernière fois qu'elle avait dit ça. Ben... Ouais. Ben, on sait, des fois, on s'appelle, Jacqueline puis moi. Ah, ok, ouais. Okay. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ben, rien. C'est quand t'appelles, c'est marqué Jackie sur ton téléphone ou c'est marqué Jacqueline? Jackie. Parfait. Ok. Après ça, Mero, puis ça, c'est quand même ironique, va participer au fameux Brawl for All et ben, il va perdre en deuxième ronde contre Bradshaw. Donc, ça, c'est le tournoi que Butterbean avait perdu avait gagné contre Bargain en finale. C'était pas celui-là, hein? Non, il n'était pas dans le tournoi. C'était une attraction qu'ils ont faite à WrestleMania par après, mais c'est pas dans le tournoi. C'était pas le même. Ouais, c'est ça. Puis, regarde, en plus, ce qui est drôle là-dedans, on parle de Butterbean, mais Butterbean avait affronté Mark Mero dans un combat de boxe à WWF l'année d'avant. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Je l'ai pas maintenant. À Degeneration X in Your House, me semble, si je me trompe pas. Ouais, on l'a pas fait, celle-là. Non, pas encore, mais tu sais, In Your House, j'aime ça faire ça. Les In Your House sont cool. C'est noté. Ok, parfait. Mero, après ça, ben évidemment, ça va être un peu plus laborieux pour lui. Va pas mal plus être un jobber qu'autre chose. Ouais. Puis Mero, lui, va dire, tu sais, il dit j'ai toujours voulu le meilleur pour Sable. J'étais fier du fait qu'elle réussisse et qu'elle soit une des tops de la compagnie, puis best-seller, puis tout. Il était vraiment, vraiment content. Aucune jalousie pour vrai pas kayfabe, mais dans la vraie vie, tu sais. Ouais. Mais par contre, il était quand même très frustré de son booking parce qu'il pensait à l'époque qu'il méritait mieux, puis je suis pas mal d'accord avec lui, là, il méritait quand même mieux que ce qu'il avait en tant que jobber. Là. Je pense qu'il aurait pu y trouver un... Mais en même temps, des fois, il y a des lutteurs qui arrivent et tu peux pas donner ta place à tout le monde. Ouais. Mais la grosse rumeur qu'il y avait dans le temps, c'est que, tu sais, évidemment, on l'a parlé avant de commencer la biographie de Mark Mero, s'il était mal utilisé ou whatever, puis comme quoi que je dis que c'était pas un main eventer, mais un moment donné à WWF, il était supposé de faire une rivalité avec Stone Cold Steve Austin, un moment donné, Mark Mero, avant qu'il tombe vraiment plus bas là, dans l'échiquier. Là. Ouais. Mais c'est parce que ça a l'air que l'histoire, la rumeur, je sais pas si c'est vrai, là,
Mais ça a l'air qu'à cause que Mark Mero s'est fait powerbomber par Sable, mais Austin, il a dit non, ça m'intéresse pas. Le gars, il s'est fait faire un powerbomb par une femme. Fait que ça sert à pourquoi je serais challengé par lui. Là. En même temps, je comprends, mais ça reste quand même pas vrai. Là. C'est pas comme si c'était vraiment vrai qu'elle avait pris dans la rue puis elle avait powerbomber son mari. Tu sais, c'est pas cool, mais à l'époque, c'était ça la mentalité, je pense. Puis à l'époque, Austin s'emmenait de plus en plus une grosse star. Fait que je comprends un peu le fait de perdre contre. Tu sais, c'est un peu comme quand Brock a dit ça fait pas de sens que je me batte contre Bray Wyatt. Tu sais, je peux pas mon personnage peut pas se battre contre quelqu'un qui fait du hocus pocus. Tu sais, je veux dire. C'est vrai que ça marche pas dans un sens. C'est un match qu'on veut voir, mais tu sais, voir Brock dans les Mind Games, quand il s'est battu contre Taker, c'est Taker, mais encore là, il y avait tant de Mind Games que ça pour le build-up de WrestleMania 30. Non, parce que Taker était plus là vraiment à l'époque. Ouais. Fait que, tu sais, je comprends pourquoi à l'époque. Ouais. C'est pas cool, mais je comprends. Ouais, parce qu'Austin aussi, là, il y avait aussi, quand dans le temps, avec Jeff Jarrett, là, il est arrivé, Jeff Jarrett, quand il avait fait son retour, là, son 14e retour, là, il avait fait une grosse promo dans le ring, là, genre, qui disait, il avait blasté Austin parce qu'il utilisait Austin 316 parce que c'est genre du blasphème de l'église pis tout. Puis ça a l'air qu'à cause de ça, Austin ne voulait pas travailler avec lui parce qu'au début, quand il est revenu, c'était censé lutter avec Steve Austin aussi pour une petite rivalité. Là. Ouais. Puis ça a l'air qu'Austin il avait refusé à cause qu'il avait à cause de l'affaire de religion, je sais pas trop. Là. Fait que c'est pas comme si Austin qui refusait d'affronter quelqu'un, c'était quelque chose de nouveau. S'il l'a déjà fait une couple de fois. Là. Austin, ça reste un des top guys pareil, mais c'est pas un ange backstage non plus sûrement quand il avoir des spots aussi. Là. Dans son prime. Puis tu sais, je pense que dans son prime, tout le monde protège son push, puis sa carrière, son spot. Puis Cena l'a fait aussi, on a entendu des histoires. Puis Austin avait même refusé de se battre contre Brock aussi à un moment donné. Austin? Ouais, mais c'est pas que. C'est parce qu'il voulait faire le match pas de build à Raw pour un King of the Ring Tournament, un match de qualification. Ouais, il voulait pas, ça marchait pas. En même temps, ça fait pas de sens pour vrai. Là, tu build ce match-là, tu builds ça dans un pay-per-view, un throw et un match à TV de 5 minutes pour King of the Ring. Là. Je comprends. Ouais, ça fait plus de sens. Sable, ben c'est ça, Sable va avoir beaucoup plus d'importance, puis on va l'avoir beaucoup plus à la télévision, ou du moins dans les storylines que Mero qui va disparaître à petit feu. Sable va même avoir une storyline contre une fans qui va devenir une future membre de la D-Generation X après. Donc une certaine Tori avec son petit crop top vert. Elle n'a pas mélangé avec l'autre Tori. Là. Non, mais tu sais, elle était quand même jolie. Bon, mais, ouais, beaucoup moins, Tori, mais beaucoup moins talentueuse. Ouais. Quoique Tori Wilson, c'est pas la plus talentueuse, mais elle avait plus. Ça dépend dans quel registre tu parles. Là, côté là, Tori, t'es meilleur que Tori Wilson. Là, tu dis. Tori Wilson. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et je veux pas. Là, ouais. Puis elle est, évidemment, Tori, on fera jamais de biographie sur Tori à moins de faire 50 ans de podcast, là, mais elle a été, commande. Elle a été avec X-Pac, puis elle a fait partie de la storyline avec X-Pac Peking aussi. ce Tori-là, tu parles, toi. Oui, tu parlais de Tori Wilson. Ok. Ouais. Je disais, bon, pourquoi pas faire une Tori Wilson, c'est faisable. Là. Ouais, mais. Ouais, depuis qu'elle m'a fait pogner à la grippe, elle, ce style-là. Ah, reviens-en, ça fait 25 ans de ça, là, quasiment. Je sais. Fait que c'est ça. Fait que il va y avoir un match après ça entre les deux à WrestleMania 15 où Sable va gagner et va aussi avoir les débuts de sa bodyguard, Nicole Bass, qui va venir aider Sable. Donc, pas duré longtemps, ça non plus. Ouais, ça n'a pas duré longtemps, mais c'est ça. Nicole Bass qui était. Nicole Bass? Ben, je sais ce que tu veux que je dise, mais je ne dirai pas. C'est pas Nickelback, là. Quoi qu'elle ressemblait pas mal au chanteur. Si tu y chèves la barbe, là. Elle ressemblait à Chad. Chad Kroger. Ouais, Chad Kroger, le chanteur. Si je pourrais faire des side-by-side, je le ferais. C'est ça, c'est comme, hey, Chris. Attends, je peux-tu le faire? Ok, on va faire ça tantôt. En plus, il y a de bonheur, c'est le fun, ça. Ok, m'en faire un tantôt pour te faire. Yes. On le mettra. Hey, c'est vrai, le montage, il n'est pas fait encore. Non, pas le temps.
Ah, c'est encore de la job. OK. Ben, Sable, quand elle est devenue championne, par contre, plusieurs disaient qu'elle avait une grosse tête backstage qu'elle refusait. On parlait de tantôt de Austin qui refusait de. Arrête, qu'est-ce que tu vas faire, là? On va trouver les photos pour les mettre après l'autre à la place. Calisse. C'est ça. Fait que Sable, quand elle est devenue championne, elle refusait de se battre premièrement contre des personnes, mais elle refusait aussi de se battre dans les house shows et à la télévision, même à Raw. Elle voulait seulement se battre dans les pay-per-view parce qu'évidemment, on sait tous que l'argent des pay-per-view est beaucoup plus grand, beaucoup plus gros, donc plus payant. Et elle avait même refusé de faire vas-y, avant que je continue dans le plus sérieux, je vais te laisser mettre sur YouTube. Attends, je l'ai pas trouvé encore, tu peux continuer un petit peu. Là. OK. Il y avait eu un combat contre Luna, qui est un strap match que Sable avait refusé de faire au préalable parce qu'elle disait qu'elle n'était pas entraînée pour ce genre de match. Elle n'avait pas totalement tort, c'était pas la meilleure in-ring. Hein. Elle n'avait pas beaucoup d'expérience. Mais fait qu'elle voulait pas. Fait que ce qui est arrivé, c'est qu'elle a quand même fait le match au Royal Rumble malgré tout ça. Donc un pay-per-view match, et elle a gagné le match contre Luna dans un strap match qui passera jamais à l'histoire. Non, en effet. Non, continue. Je pensais que tu avais les photos. Moi, j'ai. Et ça. Il faut que j'y mette dans l'affaire. OK. Parce que là, après ça, c'est quelque chose de plus sérieux. Fait que je vais attendre que tu droppes les photos parce que je vais faire du temps là-dessus. Et là, désolé pour tous ceux qui vont écouter en audio. TJ s'amuse comme un petit fou. Il fallait absolument qu'il le fasse. En même temps, ça m'enlève de la job. Fait que je suis content. Oh, tabarnak! OK. Ouais. Ah, mais là, il aurait fallu que tu les mettes sur la même image. C'est par l'adolescence, peut-être? Ouais, je suis pas sûr que c'est les deux photos qui ressemblent le plus, mais tabarnak, Nicole Bass. Ouais. T'es sûr que c'est pas Brock? Ouais. Okay. T'es sûr que c'est pas Nick Bass? Si, ouais, man. Wow. Ouais. Parfait. All right. Le moment de folie est terminé, tu peux aller avec le pot de sérieux. Vince voulait que Sable drop la belt pour Debra. En même temps. Hein? Pour Debra. Wow. Ouais. Elle avait 63 ans à cette époque-là. Arrête, c'est belle pareil. Fait qu'il avait proposé de perdre, après ça, à cause de ça, Sable avait proposé de perdre sa belt dans un house show contre Debra parce que, évidemment, personne n'allait la voir perdre sa belt, fait que ça y enlevait pas de comment je pourrais dire ça, de notoriété. Okay, ouais. Mais tu sais, elle chialait juste avant qu'elle voulait pas se battre des house shows à la télé puis juste au pay-per-view, mais là, tout d'un coup, pour perdre sa belt, ça ne dérangeait pas de perdre dans un house show. Fait que, évidemment, Vince a refusé. Puis il y a eu un match contre Debra qui était j'ai de la misère à le dire, là, c'était un Evening Gown match, c'est ça? Evening Gown match, ouais. Ok, c'est ça. Evening Gown match contre Debra. Un match que Sable a remporté à Raw. Ouais. Mais, ça c'est malade, là. Pour vrai, là, ce bout-là, je pense qu'Alfredo va triper. Je suis sûr que c'est pas ça, là. Ouais. Après ça, pour faire perdre la belt à Sable, il y avait le commissaire de l'époque qui était HBK, puis ça, c'est encore plus fou que ce soit HBK. Il arrive dans le ring. Dans son prime. Écoute, puis en plus, c'est drôle parce que tantôt, tu parlais de Sonny puis de Sable qui faisait de la compétition, puis que ce soit HBK qui un peu kick out Sable. Je trouve ça encore plus drôle. Là. Fait que, genre, la belt va être en jeu maintenant, puis la perdante, ça va être celle qui est le moins habillée. C'est ça, il a changé les règles, il a changé le résultat en plein milieu, mais c'était un call de Vince puis tout le backstage, c'était pas pour la storyline, c'est vraiment pour que Sable perde la belt. Puis c'était vrai, c'est comme un genre de screw job si on veut. Là. Ouais. Puis, c'est parce qu'elle voulait pas dropper la belt. Puis tu vois, j'ai déjà vu l'affaire en question parce que dans Sick Bio, Reliving the War, ça fait pas longtemps qu'ils l'ont montré ce segment-là. Là. Ouais? Puis tu vois Sable, là, elle a la belt des mains, puis elle veut pas la donner. Puis même quand Debra a la belt des mains, puis elle célèbre avec la ceinture, elle va en avant d'elle, puis elle essaie de voler la view, prendre le spotlight. Là. Mais attends. C'est la dernière fois qu'elle va être une apparition à WBF à TV, c'était celle-là. Pour sa run 1. Vraiment, bien sûr. Ouais. Pour sa run 1, mais tu sais, au préalablement, avant ce segment-là, c'est qu'elle est arrivée avec son avocat backstage à Raw.
OK, ouais. Puis, avec son avocat, avec Vince, elle a dit moi, j'ai une clause comme quoi je fais pas les Raw puis les house shows, puis j'ai pas d'affaire à perdre ma ceinture. Puis là, finalement, je sais pas s'ils ont arrangé de quoi ou quelque chose, mais elle a fait quand même le truc. Puis, quand Shawn a déclaré la nouvelle championne, puis Debra, tu l'as dit, elle s'est mise devant Debra, puis tout. Puis elle a même essayé d'arracher le micro à Shawn pour parler au public. Ouais. Puis Shawn prenait le micro, puis là, tu leur as pas le micro. Ouais. Mais le pire, c'est quand ça a l'air de rien parce qu'on le dit, mais quand vous voyez le segment, vous le voyez là, que c'est malaisant. awkward un peu. Là. Ben oui, c'est ça. Puis tu sais, c'est ça, c'était comme elle voulait shooter, puis elle était pas d'accord, puis elle a fait sa tête de cochon, elle voulait faire un peu sa grosse tête, puis Vince, ben, il a pas eu le choix, là. Il veut pas. Je sais que c'est pas un ange, puis que la WWE, c'est pas toujours été l'environnement la plus safe, mais là, à un moment donné, la belt, on te l'enlève, puis c'est ça, puis ça va être tout. Ça s'est fait de cette façon. Allez voir ce segment-là, pour vrai, c'est malaisant, mais je pense que pour la tranche d'histoire, ça vaut quand même la peine de voir ce bout-là. Elle a pris ça plutôt bien. Là. Elle a fait juste une poursuite pour affaires sexuelles, là, pour harcèlement sexuel. Là. Juste ça. Ouais. Ben, ça, on en reparle dans pas long. Évidemment. Sable, par contre, ça c'est fou. Puis ça va faire réagir Fredo en tabarnak. Puis en même temps, je sais pas. Sable, elle, ce qu'elle voulait, c'est qu'elle réclamait le même salaire que Hogan à la WCW. Elle voulait être payée comme Hollywood Hogan. Ça va. Je comprends. Ouais. Parce que tu es la femme la plus populaire en ce moment. C'est toi qui vends le plus de VHS. Tu vends le plus de merch, tout. Mais Chris Hogan, là. Tu sais, brise un petit peu plus bas, peut-être. Mais encore là, c'est bon qu'il ait fait non, parce que s'il aurait dit oui, puis il aurait été donné ce qu'il veut, ça aurait été impossible à gérer après. Là. Ça aurait créé des précédents, puis ça aurait mis la barre ben trop haute pour la suite. Là. Ouais. Puis, elle avait déjà fait 1 million avec le Playboy. Fait que, tu sais, oui, comme on parlait tantôt avec l'histoire de Mero, qu'il était jaloux et tout ça, il y avait l'histoire du Playboy là-dedans qui était une grosse affaire. Là, évidemment. C'est le premier Playboy à WWF, ça, à cette époque-là, TJ? Hein? Oui, en effet, ouais. Parfait. L'autre est refusé avant elle, là, évidemment. Ouais, c'est ça. Fait que... puis 1 million juste avec le Playboy, puis plus avec toute la merch puis les VHS. Évidemment, elle va quitter la compagnie en 1999, puis elle va entraîner Mark Mero avec elle, évidemment, parce qu'il va la suivre, parce que c'est sa femme. Mero, par contre, il est resté sous contrat pendant, je pense, 16 ou 18 mois après. Puis ils ont juste écoulé son contrat. Puis il avait fait une apparition dans la foule de la WCW pendant ou un petit peu après de sa run de WWF. C'est beau, ouais. C'est beau, mais pas Mero aussi avait été là. C'est beau aussi, mais Mero. Ben, moi, je me souviens juste qu'à la télévision, on voyait juste Sable, on voyait pas Mark Mero, là. Ouais, ben ça, c'est parce qu'après ça, elle a reposé pour Playboy, mais avec le nom Rena Mero. Sa deuxième couverture de Playboy, c'était pas Sable, mais en Rena Mero. Fait qu'elle en a fait 3 au total? Ouais. 3 au total. Et l'autre qui s'en vient, qui était... Ouais. J'ai encore de la corne. J'allais les chercher, si tu veux. Je voudrais que je les achète pour vrai, ceux-là. Alors, on peut pas mettre ça sur YouTube, on n'aura plus de chaîne. Non. Et là, tu en parlais juste un petit peu avant. Sable va poursuivre la WWE pour 110 millions de dollars. Premièrement, les raisons pour lui avoir promis une carrière d'actrice quand elle a signé son contrat. Ça, je le crois, pour vrai. Pour avoir été dans un environnement pas très safe, in-ring et outside the ring, ça, je le crois aussi. Il y avait X-Pac dans sa lettre de l'OBF, je peux comprendre. Ouais, exact. Puis, elle a eu quelque chose avec X-Pac, justement. Il avait fait quelques commentaires sur elle quand elle est partie. Ou avant qu'elle parte. Il avait pas chié dans quelque chose à elle aussi, là. Ouais, exact. C'est lui qui a montré tous les trucs à Randy Orton. Puis, aussi, évidemment, les commentaires faits par Jerry Lawler et les commentateurs pendant les shows aussi qu'elle accusait la WWE que Vince faisait dire des choses à son égard et l'harcèlement par les employés et les bras droits à gauche, ce que vous voulez, de Vince McMahon. Donc, tu sais, elle avait une grosse tête, mais tout ce qu'elle dit, c'est toutes des affaires qu'on lit aujourd'hui qui sont d'actualité. Fait que... ouais. C'est parce que l'affaire, c'est que des fois, quand tu dis ça, c'est juste pour avoir de l'argent, puis faire chier le gars qui te met dehors. Ouais. Puis surtout, qu'est-ce qu'on sait après que la run de 2003, qu'est-ce qu'on va voir.
Ça peut être de la diffamation pareil, là, même si on Ouais, sait ce qui est arrivé par la suite, là, mais ouais, c'est pas correct non plus de son bord à elle. Là. exact. Tout est vrai dans ce qu'elle dit un peu, mais elle a fait ça vraiment plus pour faire chier. Parce qu'elle n'avait pas ce qu'elle voulait, Faire elle du n'avait pas la cash. build. Ouais, c'est ça. Exact. Ouais. Donc, tout le monde a son blanc dans ces trucs-là. Et finalement, cette poursuite-là s'est réglée à l'amiable parce que c'était un peu dans le même moment qu'il y avait le scandale d'Owen Hart, que la WWE ne voulait pas laisser traîner trop de trucs sur la table, fait qu'ils ont réglé ça hors cours pour un montant X que je n'ai pas. Mais ça s'est réglé avec un montant que finalement, il n'y a pas eu. Ça n'a pas été plus loin. Fait que, tu sais, en même temps, je comprends aussi. Oh, ouais. Mais Vince McMahon, un homme au grand cœur, lui donnera sa deuxième chance et la réengagera en 2003, où elle sera du côté de SmackDown avec, ma foi, des moments assez iconiques, on peut dire ça ainsi. C'est tellement. Tu sais, là, avant ça, en 99, Ouais. elle l'a poursuivi pour harcèlement sexuel, tu sais, de Vince McMahon. Puis la première affaire que Vince fait quand il ramène, il la met avec elle comme ça, genre la fille qui l'embrasse tout le temps, puis tout. Ouais, c'est sa Sacrement, maîtresse, man. man. C'est malade. Sacrement, man. Man, le gars, là, tout ce qu'il fait, c'est pas correct. Mais le gars, il a Non. des couilles, man. Il a des couilles. Ouais. C'est ça le problème, il y en a un peu trop, je Il trouve. y en a un peu trop, mais est-ce qu'il n'a Des jamais eu grapefruits. peur, man? C'est malade. Ce gars-là, c'est un Ah malade, ouais. là. Tu sais, en plus, il fait ça plein de fois, là, à WBF, avec les divas qui sont belles. Là. Tori Wilson, Trish, En c'est partant, beau. juste ces trois-là. Tori Wilson, Trish Sable. Après ça, tu mets genre Victoria, Candice Michel, du monde de Ouais, même. ouais. Ah, c'est fou, là. C'est ce Ça, qu'il fait, là. c'est ce qu'on voit à Stacy. l'écran, là. Stacy avec le fameux, genre, tombe en Ouais. bas de ta chaise. Ça, c'est drôle. Ouais. Non, mais c'est parce que tu sais, le contexte, c'est pas drôle. Mais tout ce qu'on sait, c'est pas Non, drôle. non. Pourquoi il le faisait, mais, tu sais, je veux dire, son acting puis tout ça, tu peux pas y enlever qu'il était fort, là. Puis, tu sais, en même temps, c'est un gars qui a de l'argent. Mais non, mais non. Tu sais, ça excuse rien, mais tous les businessmen, puis c'est le même dans toutes les compagnies. Malheureusement, je vous le dis, c'est le même partout. Puis, pas pour rien que le monde va pas bien, là. Oui, puis il y en aurait plein qui seraient bookés de même aussi, là, avec les. Ouais. Tu sais, aussi, on a le livre, nous autres, même matin, pour une grosse compagnie de lutte. Ben, pas aujourd'hui, peut-être Non. aujourd'hui, parce que c'est plus mal vu, là. Mais tu sais, moi aussi, avoir été en 98 puis avoir été Big Boss d'une fédération de lutte pour les storylines, peut-être que j'aurais été en amour avec Stephanie McMahon. Tu sais, ça aurait pu. Là, je parle pas, je suis pas sans être en Vince McMahon, je veux dire, je parle en. Ben, Ouais, il a quoi? essayé quand même, hein. Ouais, il a attendu un peu plus longtemps que 99, lui, par exemple. Là. Ouais. Ben, pour venir Il a la tué. run Oui, de. mais en même temps, tu parles beaucoup de Luger qu'Elizabeth, mais Triple H et China, c'est pas loin non plus. Oh, quasiment pas la même affaire, là. C'est qu'elle a pas été. Non, elle a juste pas été capable de get over it. Non. Elle a pas été capable de get over it que lui, il l'aimait plus puis qu'il est passé à autre chose. C'est X-Pac qui a eu de la misère. Tu vois, j'étais bien correct. En tout cas. Fait qu'à SmackDown, évidemment, elle va feuder avec Stephanie McMahon parce que c'était la maîtresse de son père. Donc, évidemment, ils vont jouer un peu avec ça. Puis ça aussi, c'est une storyline quand même, quand tu y penses, très malaisante. Là, avec Stephanie Ben puis oui, Sable. Ben, plus Stephanie et Vince, là. Stephanie Vince, puis après ça, t'avais Sable dans le mix qui était là à côté qui faisait juste bécoter Vince. Ouais, mais c'est beau, c'était moins pire. Là. C'était bien plus Qu'est-ce gros que dans le temps quand c'était Trish puis Stephanie que Stephanie. Là. Ouais, j'avoue. Mais. Ouais, bref. Fait que c'est ça, tu sais, il va avoir ça. Puis il va avoir aussi à SmackDown dans ce temps-là la fameuse storyline avec Tori, où qu'elle essaie de saisir Tori Wilson. Puis que. Et ça, c'est des. Ça, c'était en 2003, j'avais 15 ans. Là. Ça, là, on écoutait ça à la télé, puis j'étais comme, mais là, pas normal que je suis en train d'écouter de la lutte, là, puis que j'ai le goût d'autre chose. Tu sais, c'était vraiment pas normal. Ouais, c'était trop. Ça allait trop loin. C'est pas comme si dans le temps, c'était pas pacté de belles femmes aussi. Là, non, je sais, mais habituellement, quand j'écoutais la lutte, c'était pour être diverti puis marqué, mais pas pour nécessairement passer à l'eau toilette puis rester là. Ouais. Okay. Ouais. Ça l'a fait travailler mon adolescence. T'as été diverti puis t'as marqué une coupe d'affaires.
Ouais. Jamais autant que toi, puis Tom Mary, puis Tori Wilson, où c'était allé aux toilettes, puis on t'a pas revu, là, mais ça. C'est même pas vrai, ça. Ça, c'est clair. Tu t'es joué après le ballet dans ma salle de bain. Ben, bon, t'es malade dans la tête, toi. Voyons donc. You sick freak! You're bad shit and crazy. Ouais, ça, c'est vrai, par exemple. Fait que c'est ça. La storyline où les deux, Sable essayait de séduire Tori Wilson, puis ouais, j'avoue que ça me coupe mon envie assez vite. Hey, t'aurais dû penser à ça. Puis finalement, ce qui va arriver, c'est que les deux, finalement, comme tu disais tantôt, il va y avoir le cover du Playboy où les deux vont poser ensemble, qui étaient des photos à couper le souffle, honnêtement. Oui, des photos Playboy nues, mais c'était vraiment des belles photos. Puis, wow, deux belles femmes. C'est le fun. En plus, deux générations de femmes, une plus vieille et une plus jeune. Fait que c'était de toute beauté de deux très belles femmes qui font ça. Plus vieille, plus jeune. Il y avait quoi, peut-être 4-5 ans de différence, peut-être? T'es malade. Ben non, on va voir l'âge. Ben non. Sable est bien plus vieille que Tori Wilson. Ben, pas tant que ça, là. Moi, je dis 8 ans. 8-9 ans. 8 ans, c'est pas si grand comme gap. Là, tu dis ça comme si l'autre c'était une madame de 50 ans, l'autre elle avait 21, tu sais. Ouais, c'est pas comme Debra, là, mettons. Laisse Debra tranquille. T'es bien méchant avec elle. C'est pas à moi pour te dire ça, c'est à Austin. Ouais, mais. Tu peux-tu aller voir l'âge, s'il te plaît, je veux savoir. C'est qui la sœur de Debra? Qui? Des jambes. C'était pas drôle. Je vais aller le chercher. J'arrive. Fait que c'est ça. Oh. Des jambes, voyons. Puis ça va être pas mal les deux grosses storylines avec Tori Wilson puis Stephanie McMahon qu'elle va avoir en 2003. Évidemment, il va y avoir le match aussi à WrestleMania avec le cover du Playboy qui va avoir un tag team match entre c'était Tori Wilson puis Sable contre c'était-tu Dawn Mary Non, c'était Jackie Gayda puis Stacy Keibler. Jackie Gayda puis Stacy Keibler. Hey, pour que tu te souviennes de ça. Moi, tu vois, je l'avais dans mes notes. Non, je m'excuse, là, mais que tu te rappelles de ça, je me rappelle de quasiment tout, quasiment. C'est pas comme si, genre, tourne pas ça de côté, comme quoi je me rappelle de ça parce que c'est des belles femmes, là, comme toi. Jackie Gayda et Stacy Keibler. C'était-tu un pillow fight? C'était ça, hein? L'injury pillow fight. L'injury pillow fight, Playboys match. Ouais, c'est ça. Même affaire. Mais ouais, toute la même crise de merde. Puis, c'est ça, match remporté par les deux covers du Playboy, évidemment. Et, c'est ça. Après ça, plus tard, pas longtemps après, même pas un an après, Sable et la WWE vont se séparer. En bon terme, cette fois-ci. Parce qu'elle voulait passer plus de temps avec sa famille. Donc, ça a donné comme ça. Puis, la même année, Sable et Mark Mero vont divorcer en 2004. Et elle va se remarier en 2006 avec Brock Lesnar et les rumeurs, pas les rumeurs, mais pendant qu'elle était à WWE dans sa dernière run, Brock était là. T'avais dit quoi dans Sable et Tori Wilson, la différence? T'avais dit quoi? J'avais dit 8 ans. Ben bingo, t'es direct dessus. Ah, tu vois, je connais mes femmes. Ben ouais, hein, là, on va peut-être ton voir à toi, ouais, c'est ça le fun. Quoi? Combien aujourd'hui? 58? Non, c'est beau le 56, puis l'autre t'as le 48. Shit, ok. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça qui est arrivé en l'histoire de Sable pendant qu'elle était sa dernière run de WWE, Brock Lesnar et elle, ils ont comme. T'as entendu l'histoire avec Mark Mero? Ouais, qui a dit que. Ben, tu peux le raconter, mais oui. Ouais, il était en crise quand il a appris qu'il était avec un autre gars. Puis quand il dit j'étais prêt à y aller me battre avec, parce que, évidemment, il l'aimait encore sûrement. Là. Ouais. Puis, parce qu'il y avait des enfants ensemble, me semble, non? Mark Mero, il y a des enfants? Ouais, ils ont des enfants ensemble. Ouais. Puis il a dit je voulais me battre contre la personne, j'étais vraiment en crise, mais quand j'ai su que c'était Brock Lesnar, je pense j'ai pardonné plus vite que prévu. Ouais, c'est vrai. Ben, c'est un gars c'est un born again Christian, me semble, Mark Mero aussi, là. Oh, ouais, c'est un gars très, très Jésus, là. Fait que, ouais. Très Jésus, ouais, c'est ça. Ouais, exact. Mais attends, je suis en train de regarder parce que je pense pas qu'il y ait des enfants ensemble. Attends, je vais aller voir. Non. J'ai déjà vu ça. À moins qu'il y en avait séparé, là. Non, ils ont adopté. Attends. OK. Mary Sable et adopte sa fille d'un précédent mariage, c'est ça. C'est tout.
C'est un précédent mariage. Ça veut dire qu'il était marié avec quelqu'un d'autre, puis il y a eu un enfant avec cette personne-là, puis ils l'ont adopté. Non, c'est juste que. Ouais, je sais pas. C'est compliqué. Compliqué à vivre. Hein? Ils ont élevé un enfant ensemble. Fait que c'est ça. OK. Enfant puis, ouais, c'est ça. Puis Mark Merrow, ben lui, après sa carrière de WWF, ben, il a fait quelques indies, il a fait une apparition à TNA aussi, comme tout le monde. Fait qu'il n'y avait plus de moustache, il n'y avait plus rien. Puis après, depuis ce temps-là, ben, c'est un motivateur, c'est un gars qui a fait un best-seller en 2010, qui a écrit un livre, puis continue à faire comment tu appelles ça, des conventions, puis propage la bonne nouvelle à travers le monde de positif. Donc, tant mieux, il est dans la paix, puis il vit bien avec ça. Fait que c'est tout à son honneur d'être bien là-dedans, puis de faire ce qu'il aime aujourd'hui. Ouais, ben oui, c'est sûr. Fait que c'était la carrière de Mark Merrow et Sable, qui, elle, maintenant, on ne sait pas trop si elle est femme à la maison ou bien si elle s'est loin d'un appartement où elle a crissé son chum dehors, parce que... Je sais pas, pour vrai, c'est pas été documenté. Là, tu veux-tu parler là, de l'affaire que tu dis tout le temps, là, comme quoi qu'ils veulent plus qu'ils parlent de Sable, ou je sais pas trop. Là. À toute fois que je parlais de Sable, le BF, tu disais qu'ils veulent plus qu'ils utilisent son nom à cette heure. Ouais, ben, c'est dans Live Vince, mais ouais. Apparemment qu'ils voulaient plus qu'il parle de Sable, qu'il était plus... qu'il avait eu pas qu'il l'effaçait totalement de l'histoire, mais ou presque. Là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu Sable. On n'a jamais vraiment réentendu parler d'elle. Fait que c'était comme le fait que c'était pas bien vu parce que de toute façon, si tu documentes la carrière de Sable, tu documentes quasiment juste la sexualité. Tu veux pas, ça fait beaucoup partie de ça. Fait que moi, je pense que ça a un gros rapport là-dedans. Puis je pense même que Sable, elle, si je me trompe pas aussi, elle n'était pas très down pour qu'on continue de parler d'elle à WWF par après. Fait que... Mais elle n'a jamais été au Hall of Fame. Là, ça n'arrivera pas avec ce qui arrive avec Brock, mais... Ouais, ben là, un peu trop tard, mais... C'est un peu trop tard, mais elle aurait mérité sa place, là, parce que... Eh oui, bien sûr, certainement. Ouais, fait que c'est ça. Fait que... Sable et Mark Merrow, deux pièces, ben, surtout Sable pour tout ce que ça a amené à l'Attitude Era puis à la Pamela Anderson de la WWF. Mais Mark Merrow a une très très belle carrière qui n'a pas rougé. Il a eu des excellents matchs contre des excellents adversaires aussi. Même s'il n'a pas été le champion décoré, comme on dit tantôt, des fois c'est plus que ça prend pour avoir une belle carrière. Puis, il n'a pas rougé. Non, en effet, ben, il est déjà assez rouge de même, je trouve. Là. Fait que c'est ça. Mark Merrow, Sable, c'est dans la boîte et j'ai eu beaucoup, mais beaucoup de plaisir à faire ça. Ouais. Puis ça fait différent des bios purs. Ben, pas, on fait jamais des bios purement lutte, là, mais je veux dire, tu sais, on a beaucoup de jus souvent avec les biographies de WWF qui ont été là, le monde était là longtemps ou du CW, mais c'est le fun d'avoir quelque chose dans ce style-là, mais un peu moins parce que Mark Merrow était à WWF 3 ans, CW 3-4 ans, mais sinon, c'est le fun des fois de ne pas parler juste de main eventer puis de grosses légendes. Ben, c'est le fun aussi de documenter des matchs de la WCW qu'on ne parlerait quasiment jamais à part dans un rétro review puis le match est là. Tu sais, des rivalités avec Garvin, avec Stunning Steve Austin puis Mark Merrow, DDP, Mark Merrow. Tu sais, DDP c'est un gros nom, mais à cette époque-là, c'était pas des gros noms. Fait que... Non, c'est vrai que c'est le fun de faire des gars un petit peu plus bas sur la carte, mais qu'on a beaucoup aimé. T'sais. Exact. Et voilà. Fait que TJ, j'ai assez parlé. C'est quoi les prochains rendez-vous pour le podcast? Ben, tu vas parler encore, je t'ai montré puis tu vas parler. Ah ben mon. Tu vas pas parler aujourd'hui, ça te tente pas? Ben, j'ai tu gardes ta voix pour demain, c'est ça, toi? Hein? Ouais, entre autres, mais j'ai parlé plein de fois dans le podcast, pas comme je n'avais rien dit. Okay, bref, ben, mois de mars, on a évidemment vu qu'on fait ça les dimanches, mais il y a 5 rendez-vous pour le mois de mars. 5. 5 plus, plus les à travers la table. Oui, bien sûr, j'ai compris là-dedans quand je dis. Ouais. Mais non, pas 10 parce que le 30, 31, le mardi, ça va être le 1er avril. Fait que. Il n'y en aura pas. Il n'y en a pas? Ben, 1er avril, c'est pas dans le même mois c'est pas dans le mois de mars, mois d'avril, non? Ah, t'as raison. Ouais. Hey, attends. Oui? J'ai remarqué ça avant qu'on continue. On est à seulement 20 épisodes du 300e. T'es sûr? On est au 280e. Celui-là, c'est le 281e, si je ne me trompe pas. Ouais. Fait qu'il reste 19 épisodes pour le 300e.
Ah ouais, on va l'avoir bientôt, là, d'ici le Au mois de mois mai. d'avril, à peu près. Ouais. Ouais, mi-avril, ben ça dépend, parce qu'au mois d'avril, il y a une couple de semaines qu'on va avoir, ça va être Ouais. minime, là. On va voir. Et fait que Tant mieux. voilà. Mais là, évidemment, parce qu'au mois d'avril, on va voir WrestleMania. Évidemment, qui dit WrestleMania de cette année, dit WrestleMania Retro Review aussi. Et oui, mon cher TJ, WrestleMania 5, où la belle Elisabeth est prise entre. Il est beau, celui-là, je trouve. Il est plus beau que les Ouais, autres. En tout cas, merci. c'est ça qui l'a fait? Ben oui. Parfait. Il est super beau. Fait que WrestleMania 5 avec les Mega Power Explode. Donc Hulk Hogan, Macho Man, Elizabeth. On vous a parlé avec Saturday Night Main Event 12 quand ils ont commencé les Mega Power, mais là, ça va exploser à WrestleMania 5. Je pense que c'est le mieux à cause qu'il n'y a pas le banderole sur le côté, là. Ouais, je pense que oui. Peut-être. Mais c'est pas. Non, je sais pas. OK. C'est peut-être parce que c'était Ouais, plus Macho Man, Elizabeth, puis Hogan aussi, Hogan, là. ouais, ça doit être ça. Ça doit Elisabeth est belle, cette photo-là. Elle a l'air toute naïve et toute belle là-dessus. Ben c'est ça, c'est dans une photo en action, là, quand il est dans Ouais. l'extérieur du ring, là, Elle, elle a l'air est jolie, créative. hein? Elle est jolie en mode. Ben Elle était oui, jolie. ben oui, elle est belle. Et le deuxième, ça, c'était mon choix pour cette année. Ton choix à toi, ça s'est avéré celui-ci? Oh oui, WrestleMania 13 avec le combat de Bret Hart contre Stone Cold Steve Austin, le meilleur double turn ever. Oui. Évidemment, c'est probablement ce que beaucoup de personnes disent qui a mis Austin vraiment sur la map. C'est le combat qui a fait Ouais. que Austin est devenu aussi Stone Cold, si on veut. Là. Fait qu'un combat, wow. Je vous le dis, là, ça, c'est tout un combat. Puis dans le main event, je pense que c'est Undertaker contre Diesel ou Sid? C'est à Sid, ouais, c'est ça, c'est Sid. Ouais. Puis, pour vrai, là, ce show-là, là, c'est pretty much un one-match show. Là. Ouais. Le reste, Ouais. c'est pas par jeu. Là. En tout cas, on va parler dans la rétro review de ça bientôt. Ouais. Puis après ça, on sort du rétro review WrestleMania pour quelque chose qui va te plaire, je pense, mon ami Marco. Ouais, une bio? Ah non, je vais le mettre. Là. Je sais pas pourquoi c'est long avant que ça apparaisse. Là. Oh! Et voilà. Les Hasbro. Attends. Les Hasbro, donc. L'histoire des Hasbro, on va parler de nos souvenirs. Tu dis de même, mais dans ce là, le mois de mars, il y en a deux que tu t'occupes, moi il y en a trois. Fait qu'on est égal. Non, mais je m'occupe de. Oui, mais non. Je fais Dans le quand même sens ma que recherche puis j'écoute les shows. Ouais, je sais. Mais c'est parce que c'est toi qui vas l'aider plus celle-là que moi, je veux dire. Là. Ouais. Ben, les trucs un peu plus champ gauche où il y a moins de texte. Quand si on veut, quand c'est pas un review, quand il n'y a pas un review, c'est toi. Quand c'est les reviews, c'est moi. Là. C'est ça. Fait que Hasbro, évidemment, l'histoire des Hasbro, nos souvenirs, qu'est-ce qu'on avait quand on était jeune, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui nous manque dans notre collection, qu'est-ce qu'on n'aura jamais dans notre collection. Ouais, aussi. Fait que, ouais, exact, tous nos souvenirs, tout l'historique à travers les Hasbro. On fera peut-être pas l'historique au complet dans le sens de A à Z, un peu comme avait fait le Major Pod. Là. On va essayer de le faire un peu différemment, mais on va essayer de vous donner plus de détails sur comment les Hasbro, où est-ce qu'on les achetait nous autres à l'époque aussi. Fait que beaucoup de souvenirs, c'est quand même assez frais dans nos mémoires. C'est notre collection préférée. Ouais. Puis on vient d'avoir une excellente bio avec celle de Marc Mero puis de Sable. Ouais. On disait comme quoi, on aime ça avoir du monde un peu moins avec une moins bonne feuille de route si on veut. Mais pour cette biographie-là, je pense qu'on peut oublier notre feuille de route parce que ça va être sur eux autres. Puis là, il y en a Christian à couvrir parce que les Dudley Boys, le tag team le plus décoré de tous les temps. Évidemment, c'est drôle qu'on s'en va à Philadelphie parce que c'est un peu c'est pas un addon vraiment, mais c'est des Philly Zone, donc les anciens de la ECW, évidemment. Devon qui est plus un agent aujourd'hui, Bubba Rick avec le Busted Open podcast est de plus en plus populaire. J'adore son opinion franche, qui dit ce qu'il pense tout le temps. Moi, c'est un de mes podcasteurs préférés of all time, là, Bubba Ray. J'adore l'écouter parler, c'est de la musique à mes oreilles. La biographie. Et on termine, moi, avec une autre biographie, celle-ci sur l'ensemble. Wow! Ça sera pas long, en tout cas. Ouais, c'est vrai que ça sera pas long. Ouais, fait que pour terminer le mois, pour le 30, à la fin du mois. Non, celui-là, tu vois, c'est moi qui le fais, fait que tu vas moins chialer. C'est quoi? Mais évidemment, les Dudley Boys ont été avant la WWF, à ECW. Et pourquoi pas
vu qu'on est dans le bain des Dudley Boys, pas littéralement, ça serait un peu weird, mais vu qu'on est dans le bain des Dudley Boys, on va faire leur dernier show qu'ils ont fait, le dernier pay-per-view à la Extreme Championship Wrestling. Et si vous allez voir le thumbnail, vous n'avez aucune raison pourquoi les Dudley Boys ne sont pas là, mais bon, voici le thumbnail. Oh, Lita, Dawn Mary et Francine. Francine. Et c'est pour quel événement qu'on va vivre dans Jean-Marco? C'est Heatwave, c'est ça? Heatwave 99. Ah, parfait, ça. Parfait. Avec le main event. Tu sais quoi le main event? C'est pas RVD contre Sabu? Non, c'est un combat par équipe. RVD et Jerry Lynn contre Lance Storm et Justin Credible. C'est vraiment juste incredible. Ouais, fait que voilà, un mois de mars rempli au bout. Et après ça, on va avoir des vacances de quelques épisodes. Mais voilà, fait qu'un mois de mars chargé. Des trucs quoi là, dans les 5 podcasts que tu as vraiment hâte de couvrir? Les Hasbro, oui. Ouais. WrestleMania 5, j'ai bien hâte. Le 13 aussi, mais le 5 plus. Puis, ouais, c'est pas mal ça. Le 5 puis Hasbro. T'es pas un grand fan des CW, toi, hein? C'est ça le problème. Je suis pas un grand fan du hardcore. Je trouvais ça cool quand ils sont arrivés à l'époque. Mais... Hardcore, oui, mais dans ce carte-là, dans ce show-là, il y a beaucoup de matchs. Il y a genre un match que c'est hardcore, le reste, tous des matchs de lutte pure. Je sais, mais non. C'est bon, là. Moi, je trouve que c'est genre Ring of Honor dans du temps, là. Ouais. Non, je respecte beaucoup ce qu'ils ont fait, évidemment. La foule, toute ECW Arena, c'était malade, là, mais tu sais, RVD, c'est pas mal mon gars de la CW que j'adore le plus avec sa carrière. J'ai suivi quand ils sont venus à WWE, j'ai fait beaucoup de. J'ai regardé beaucoup de vieux CW, j'ai tout ce qu'ils ont sorti comme DVD, je les ai achetés. Ouais. Après One Night Stand 1, je te dirais que ça s'est arrêté. Parce que toutes les fois, je regarde les CW, les pay-per-view, les shows, là, je trouve ça trippant au bout. C'est le fun avec la foule, ça aide beaucoup, c'est sûr. Là. Mais les matchs sont souvent très bons. C'est bien rare que tu vas voir des matchs CW, tu vas faire c'est dégueulasse. Là. À part les matchs purs et durs hardcore, là, genre les New Jack qui prennent un cutter de pizza et qui ouvre le gars. Là. Ça, je suis pas fan de ça, mais côté lutte pure à CW, il y en avait très bonne. Là. Puis, ça, c'est un petit regret qu'on n'aura pas le temps d'aller, là, mais au CW Arena, il y a un show quand on va être dans le coin de Philadelphie. Là, puis, on n'aura pas le temps de tout faire non plus, évidemment, là, parce que. On va essayer de passer devant, prendre une petite photo, peut-être, non? Ouais, quelque chose, peut-être, là, parce que c'est quand même mythique là, d'être là-bas. Puis la foule, ça doit être fou. Ouais. Ah, c'est ça va être un gros événement. Les Dudley Boys, parce que j'adore les Dudley Boys, mais Colin, que ça va être long à faire. Là, parce que... Ouais, ça c'est sûr. Le côté logistique, ça va être un peu plus long, mais bon. Mais en même temps, je ne vais pas rentrer. Comme quand on fait les bios maintenant, je rentre moins dans les détails de toutes les rivalités. Ben, Mero, c'est différent parce que j'ai eu le temps d'aller un peu plus jouer là-dedans vu qu'il y a une moins grosse carrière. Là, fait que Dudley, je pourrais pas tout faire leur rivalité. Là, on va faire un 24 heures sans arrêter. Là. Surtout qu'ils ont plein de runs en solo en plus. T'sais. Ouais. Ben ça, je vais en parler, mais peut-être moins. Je vais y aller en large. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est nos rendez-vous pour les prochaines semaines. Puis évidemment, mardi, 20h30, comme d'habitude. Twitch, YouTube, Facebook, à travers la table. IWS cette semaine, on ne dit pas, l'invité va être annoncé lundi, donc demain. OK. Vas-y, là, c'est entre moi et toi, mais on l'a-tu l'invité ou on ne sait pas encore? Ben, on le sait. On le sait, mais on pourrait l'annoncer en exclusivité, en primeur. Non, un petit indice, quelque chose? Ouais, un petit indice, quelque chose? Tu veux que je le dise? On peut l'annoncer ici, puis on l'annonce sur les réseaux sociaux lundi. Pourquoi pas? Pour un petit truc qu'on passe, ceux qui sont rendus jusqu'à la fin du podcast. Là. Il n'y a personne qui se rend jusqu'à la fin. Elle savait, t'as pas dire ça. OK. L'indice, c'est qu'il aime... sa couleur préférée, c'est le vert. Puis... On le voit dessus? Son chiffre préféré, c'est le 420. OK. Fait qu'on a un VD, c'est ça? Et non! Notre invité à travers la table cette semaine sera nul autre que Green Phantom. Oh, nice! Puis peut-être une autre surprise, on le dit pas, on sait pas c'est quoi, on le dit pas, mais... Ouais, on le dit pas tant que c'est pas fait. Ça va être un podcast juste avec Green Phantom, ça va être super intéressant. Fait que manquez pas ça ce mardi sur YouTube, Twitch et Facebook.
En attendant, merci beaucoup tout le monde. Merci TJ de m'avoir accompagné dans cette biographie très intéressante et je te laisse le mot de la fin comme d'habitude. Oui, bien sûr, une biographie intéressante de Marc Méo et de Sable. Fait que manquez pas nos prochains rendez-vous, un mois de mars rempli. Mais d'ici là, surtout, n'oubliez pas, chers amis, allez va!